Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On va attaquer cette semaine qui va commencer assez rapidos, puisque je le vois déjà au premier regard. Ça commence dans le sens de ce que j'espérais et pas l'inverse, et ça c'est vraiment cool. Mais on va continuer un peu de voir tout ça. À première vue, j'ai envie de dire que le gold va s'attaquer une nouvelle fois à ses supports pour essayer de donner un peu d'argent à Wall Street cet après-midi. Le VIX reste orienté à la hausse et pourra aller s'installer, en tout cas au moins aller chercher la zone des 15 et j'espère arriver à les franchir. Là, évidemment, au-dessus de 15, ils vont commencer à pleurer un peu à Wall Street. Surtout en se rappelant qu'il y a 2 jours, il y a 2 jours de trading ouvré, on était sous les 11, c'était complètement n'importe quoi. Bref, l'euro-yen continue sa chute, je vois que le dollar MXN continue son ascension. Donc ça c'est cool, mais on va surveiller donc le DXY, on va essayer de voir s'il n'y a pas des petites ventes dollars à faire. L'USD MXN je resterai à l'achat, mais c'est-à-dire encore une fois, moi je préfère jouer vente USD CNH, achat USD MXN. On reparlera de ce scénario tout à l'heure. J'essaie juste de faire un petit tour de... Aïe, General Electric, on va regarder, mais là ça doit commencer à devenir dangereux à ce stade. On va essayer de surveiller ça. Et GBP USD, ça continue de tomber, donc pas de grosses surprises à ce niveau-là. On va regarder les junk bonds et... Ah, cool, le repo est à 2%. Ça, c'est pas inintéressant. Ok, voilà, donc ça c'était pour un petit tour d'horizon rapide. On va regarder le calendrier économique et après, on va faire les cryptos. Les cryptos, ça va être rapide, encore une fois. Il n'y a rien à faire sur la zone actuelle. C'est bien une zone spéculative, mais moi-même, en tant que spéculateur, la seule conclusion à laquelle j'arrive, c'est qu'il ne faut rien faire. C'est trop risqué, c'est du 50-50. Et je pense sincèrement que là, ceux qui s'amusent à spéculer, c'est pas vraiment justifiable dans une stratégie de trading. Donc, si même les spéculateurs professionnels trouve qu'il n'y a pas grand-chose à faire ici, je ne vois pas ce que vous, en tant que particulier, vous iriez y faire. Donc moi, je reste dans les scénarios déjà précédemment énoncés, à savoir, alors on va faire les bitcoins en premier, on fera le reste après, voilà, à savoir, il y a une structure de consolidation qui devrait se mettre en place vers cette zone-là, en sachant qu'on a déjà percé le premier support, il y en a encore un en dessous, et je pense qu'on va aller le voir également. Donc j'aurais tendance à penser qu'on risque de s'attendre à une structure de consolidation assez bruyante. Donc l'anticiper me semble extrêmement complexe. Je pense que là, à horizon 3-4 jours, 2-3 jours, en tout cas tant que cette structure n'est pas terminée et cassée, je pense qu'il est carrément extrêmement dangereux d'essayer de trader. Tout simplement parce que pour l'instant, ça semblerait prendre cette forme-là, c'est-à-dire de faire un ABC comme ça. Et dans ce cas-là, on pourrait d'ores et déjà être prêt à repartir au sud, donc faire une sous-vague 1 et puis réenchaîner des vagues de baisse. Ça peut très bien être une construction pour une vague C en consolidation étendue en extended flat, par exemple, avec un point C au-delà du point A. Bon, moi, typiquement, là, je vous dis honnêtement, à l'heure actuelle, je n'ai aucune idée de la forme que pourra prendre cette consolidation. Donc, je n'y prends tout simplement pas part. Parce que je ne sais déjà d'une pas trop comment on va en sortir. Il est possible qu'on ait un petit rebond d'abord, je vous dis, et dans ce cas-là, ça vous laisse tous penser que c'est boule, alors qu'on est toujours juste en train de faire la vague C de la structure consolidante, et derrière, on repartira aussi sec à la vente. Donc voilà, moi je reste prudent, je ne touche plus rien sur le monde des cryptos tant qu'on n'a pas enfoncé les 5555 sur le Bitcoin, et j'attendrai, comme annoncé, le retour d'un volume à l'achat. Pour l'instant, je ne vois rien de convaincant, c'est-à-dire que je patiente. Donc je suis navré, je sais que vous aimeriez en avoir un petit peu plus, mais encore une fois, moi je ne suis pas là pour vous vendre la bonne aventure, je suis tout simplement là pour vous dire ce que je pense du marché et dans quel sens je vais le traiter. Eh bien, le marché des cryptos, je ne le traite pas, parce qu'il est inintéressant au possible et surtout extrêmement piégeux. Et c'est un marché auquel je vous invite à ne pas trop prendre part, donc dans les prochains jours également, sauf si, évidemment, vous faites du l'ultra intraday, en sachant que si déjà les time frames supérieurs sont illisibles, trader à court terme, c'est toujours possible, mais ça n'en reste pas moins plus risqué. Voilà, allez, donc calendrier économique, qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Youhou. Alors, rien du tout aujourd'hui. J'essaie de voir. Alors, un PIB Allemagne, pourquoi pas. Bon, ça me semble pas non plus être le catalyseur du siècle, voilà, pour être honnête.
les salaires moyens, alors ça oui, parce que ce sont des mesures de l'inflation, et ça va être intéressant au GBP. Le zoo, on s'attend à un truc toujours mauvais. Voilà, encore une fois, hein, quand vous avez des zoos négatifs et qu'en plus de ça, bon ben, moi je comprends pas. Hein, voilà, on parlera du Bund de cette semaine encore une fois, mais le Bund, il y a un énorme problème de pricing, ça va finir en crack obligataire ces conneries là. Mais encore une fois, c'est pas grave. Hein, il suffit juste de trouver le contexte. Je vous rappelle que rationaliser le marché, c'est bien. Ça vous aide à tenir les scénarios, ça vous donne une conviction. Et si le marché fait l'inverse, on lutte pas. Hein, voilà. Donc les boons, ça se passe très mal. Si je me fais dézinguer à l'expiration, hein, donc en début septembre, on va en parler après. Les boons, c'est un problème. Voilà. Mais si je me fais dégommer sur ce trimestre, vous pouvez être sûr que le prochain trimestre, je joue un crack obligataire pour la fin du QE. Mais voilà, hein, on va voir. Mais là, le marché est en train de se positionner, de dire non, le QE, ce sera forever, et les boons resteront très faibles. Voilà ce que le marché nous a dit l'autre jour. Alors, les ventes au détail, ouais, ça pourrait être intéressant, effectivement, mais bon, c'est pas non plus le truc de ouf. Donc ouais, il faut noter, donc ça va être cool. Hein. On va avoir pas mal de stats inflationnistes côté GBP, du coup, entre mardi et mercredi. Donc GBP, j'espère enfin qu'on va pouvoir se bouger, de trouver un bottom, qu'on puisse retrader ce truc-là, parce que pour l'instant, c'est juste en train de tomber. Les chiffres de l'emploi AUD, ça peut être un petit catalyseur pour notre AUD NZD. Les permis de construire, on s'en fout. L'indice manufacturier de la Fed, ouais, c'est vrai que ça pourrait faire bouger, mais bon, c'est pas de ce côté-là. Je pense que le marché est intéressé. Donc, on va passer. Et l'IPC en zone euro, ça oui, ça va être un gros game changer, je pense. Donc, vendredi me semble être la grosse journée. Ah non, mais il n'y a que ça. Bon, donc pas grand chose en fait cette semaine en termes de catalyseur, donc parfait pour des semaines de tendance. Allez, on va voir ça. On fait notre petit tour d'horizon graphique. Par quoi est-ce qu'on va commencer? Je pense que le Forex en premier me semble plus intéressant. Alors non, le gold. On va faire le gold en premier. Voilà, donc le gold se rattaque immédiatement le support dès le lundi matin, histoire de montrer la couleur. De toute façon, ce marché, je commence à me demander si c'en est simplement un, ou si les mecs sont juste en train de nous prendre pour des cons à chaque fois. Donc voilà, ça tente de sortir. Il bloque tout simplement la résistance. Impossibilité. Regardez à quel endroit c'est mis le volume. Hein, c'est là. En gros, vous avez quoi? Dès que ça essaie de franchir la résistance, énorme volume qui bloque tout. Évidemment, ne sachant quoi faire, on va casser le support. Donc moi j'attends, je reste patient, je pense que ce marché veut juste prendre les gens pour des teubés. On veut faire les grosses lignes en fait, je pense, les grosses lignes du gold qui passent sous les 1200 $. Oh mon Dieu, les acheteurs de gold se font démonter. Je pense que le but c'est simplement ça, de faire le gros titre, d'arriver à passer sous les 1200 pour pouvoir faire une une sur les journaux économiques. Mais je pense sincèrement que le gold va se prendre une tartasse à la hausse derrière. Mais donc voilà, patience pour l'instant. Celui-là, si je dois me faire stopper, j'accepterai de le prendre. Mais pour l'instant, que dalle. Je pense qu'on peut sans problème se reprendre assez rapidement derrière. Le GBP, voilà, celui-là, c'est un gros stop. Il me fait chier et il m'a pris beaucoup de pognon. Mais c'est pas grave. La patience fait que je lui en reprendrai plus derrière. Bon voilà, encore une fois, ça c'est pas un marché, voilà, ça j'appelle pas ça un pricing, c'est-à-dire que là il n'y a aucune remise en compte, hein, c'est juste qui est là, c'est le dollar, il est trop fort, il est trop balèze et il emporte tout sur son passage. Alors l'euro-yen, ok, c'est pas mal du tout. Ok, je vais faire un petit TP moi par là, honnêtement, je vais faire un petit TP par là. C'était une zone identifiée, on est sur un support à 200% d'extension de la première vague. Il me semble qu'ici un petit TP n'est pas absolument négligeable. J'en ai déjà pris 25%, je pense un petit 10% de plus, tout simplement pour revendre sur des pullbacks. Mais ça me semble quand même assez bien orienté ce petit truc là. Donc je dirais ouais, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. On est dans la zone qui est parfaitement demandée uniquement par les vendeurs. Donc c'est vrai que bon, il faut prendre que des TP partiels. Hein, mais bon, comme on est sur un niveau qui avait été identifié, qui est un cluster Fibo, il est logique ici qu'on digère un petit peu le volume qui sera demandé. Volume qui ne sera que des prises de profit pour les vendeurs. Hein, qu'on soit bien d'accord, personne n'achètera ici. Mais il va falloir digérer le volume vendeur qui va racheter une partie de ses positions ici. Et je pense que c'est vraiment toujours par là pour ma part. Mais
J'aimerais une petite structure consolidante intermédiaire, vous voyez, vraiment faire 1, 2, 3, 4, 5, ou ici, vraiment 1, 2, 3, 4 et 5. Donc dans tous les cas, il me semble qu'ici, on doit avoir une zone de travail temporaire. Maintenant, je note qu'il y a quand même cet oblique légèrement plus bas, qui peut très bien faire le job. C'est-à-dire que dans ce cas-là, au lieu de le faire là, la zone de range, on l'a fait là. Ça ne me surprendra pas plus que ça. Pour l'instant, de toute façon, il faut garder le volume à la vente sur l'euro-yen. Il n'y a pas de secret là-dedans, pour ma part. L'USD-yen, du coup, me semble intéressant, mais j'aimerais bien le voir démonter des supports, comme ça le dollar nous foutra la paix derrière. Mais voilà, quand on voit un truc comme ça, tout le monde va vous dire ouais, le dollar est haussier, le dollar est haussier. Bon, bah non, hein, voilà. Face au yen, ça donne surtout envie de le démonter, l'USD-yen. L'USD 4, non. L'USD CNH, je reste à la recherche de vente. Hein. Je ne pense pas que ce marché soit haussier. Je pense juste que ce marché, comme je vous l'ai dit, hein, il est venu ici me chercher le niveau de validation et je le sentais que ça allait jouer la remontada derrière. Maintenant, exit avec un bear. Voilà, je pense qu'on a ce qu'il faut pour passer bien vendeur, bien agressivement vendeur. Donc moi, je renforce par là. Voilà. Dès qu'on repart au sud, alors évidemment, il ne faut pas qu'on aille faire un nouveau plus haut, mais si on va échouer à faire un nouveau plus haut, ici je passe vendeur avec beaucoup plus de conviction sur l'USD CNH. Sur la partie AUD NZD, ben moi j'ai renforcé, enfin j'ai remis un petit peu de position là sur ce trait noir, il me semble, si je ne dis pas trop de conneries. Bon, ben voilà, maintenant on a sur un double bullish, ça me semble intéressant. Il n'y a pas le petit triangle bleu, donc c'est dommage. Mais on est quand même sur un truc qui a un bon sentiment acheteur. Alors le problème c'est ça, c'est que boule contre TP, ça sent le range ici. Du coup dans ce cas-là, la structure serait ça. C'est-à-dire que là on partirait sur un 1 BC, enfin sur un 1, 2, 3. Hop, attendez, je vais vous le remettre là, voilà. Hop, 1, 2, 3 de taille équivalente avec des dynamiques équivalentes. C'est-à-dire que là, dans ce cas-là, normalement, on risque l'overlap 1,4. C'est-à-dire qu'on pourrait sans problème étendre ce range un petit peu plus bas pour venir chercher les 1,097 par exemple. Et dans ce cas-là, ça fait vraiment une structure 1, 2, 3, 4 overlap. Et la 5 sera très étendue. Et c'est elle, effectivement, qui ira nous chercher les targets long terme jusqu'à éventuellement les 1,22. Mais bon, de toute façon, vous connaissez le schéma. Derrière, ce sera aussi simple que ça. On prend ces petites extensions Fibonacci. On les met ici, au plus haut. Hop, on les mettra au creux. Donc, je pense sans problème, normalement, overlap 1,4. Pour jouer ce creux, on voit que la vague 2 ici a été très très longue. Attendez-vous de même à une digestion assez lente du marché sur cette vague 4. Alors après, en général, c'est plus court quand même, hein, normalement. Et puis là, on a eu une consolidation bien trop longue qui a surtout servi à nous casser. Normalement, la consolidation ne peut pas être plus longue que la vague de tendance. Hein. Vous voyez, ici, ça a été clairement le cas. Donc je pense que ici, on peut s'attendre normalement à une vague 4 plus courte. Alors, donc l'objectif est de viser des trucs comme ça et de chercher donc des occurrences et on va dire des niveaux d'extension Fibonacci qui donnent du sens à ces vagues-là. Et vous voyez, bon, moi, ça semble très clairement me donner ces deux clusters hein, ici. Donc, c'est-à-dire que je vois bien une target de là-haut, une target 1 ici, et je vois pas de raison d'aller chercher plus compliqué que ça. Pour l'instant, ça me semble vraiment être le schéma à privilégier. Hein, donc, vraiment, prochaine vague visée du 1,15 à 1,18. Me semble totalement intéressant. Et derrière, évidemment, je vois un pullback vers cet oblique pour derrière faire la phase terminale qui devrait nous amener jusqu'au 1,22. Mais alors là, attention, encore une fois, c'est des scénarios assez longs. Donc, il faudra beaucoup de patience. Sur l'USD MXN, no comment. C'est juste une grosse fusée, le truc. C'était prévu. Hein. De toute façon, j'avais dit, celui-là, il nous casse les couilles. Il faudra être patient. Mais ici, moi, je l'ai dit, dès qu'il revient chercher les niveaux ici et qu'il revient chercher le volume, s'il n'a pas cassé la zone de recherche attendue. Pourtant, j'ai bien eu le double signal. Hein. Je veux dire, cette zone-là, la zone bleue, je l'avais. J'ai bien eu le double signal. Mais comme ça a été un TP, je me suis dit, ah non, je sens le mauvais truc. Il faut essayer de nous arracher la tronche. Donc, j'ai vraiment attendu. Et moi, je suis rentré à peu près par là. Et ça fait donc un très beau trade pour l'instant. Ça me permet en fait de moins souffrir du dollar. Hein. Après, je ne mets pas de levier sur ce scénario USD MXN. C'est une paire très volatile. Donc, je ne vois pas de raison de la traiter agressivement. Je note cette petite zone-là où il y a probablement une résistance à traiter. Hop. Voilà, je pense que ça sent la petite zone intermédiaire, surtout parce qu'au-dessus, il n'y a plus rien. Donc je m'attends quand même à un petit encaissement, moi, pour ma part, sur l'USD MXN. On va dire un bon 50% quand même. Hein. Parce qu'on est sur une vague 1, donc ça peut très bien, soit la consolidation peut être très longue, soit elle peut être très profonde. On pourrait sans problème revenir chercher un 18,75, un 18,80. Donc je pense qu'effectivement, vers là, les 1,1950 et en dessous, il est normal d'encaisser une partie des bénéfices sur ce petit machin-là.
USD Tree, je ne traite pas ça, mais honnêtement, je trouve ça très sale ce que fait le marché, encore une fois. C'est toujours pareil, hein, le marché est là pour pousser les saloperies et taper là où ça fait mal. Évidemment, bon, c'est pas très cool pour les Turcs ce qu'on est en train de leur faire, mais c'est comme ça, la loi du marché, c'est jamais très très beau. Alors, General Electric, tiens, on va la regarder direct, savoir si... Aïe, oui, ouais, non, ben là, ça commence à être saignant, hein. C'est pour ça qu'il serait temps que Wall Street se réveille un peu, là, et que la sensibilité au risque se remette au travail, pour qu'on puisse trouver un attrait pour ce truc-là, parce que là, malheureusement, vous voyez, dans un range, j'aime bien voir des breaks, hein, mais là, je vois que des breaks baissiers. C'est-à-dire que c'est, en fait, dès qu'il y a l'opportunité, les mecs essaient de vendre ce machin. C'est surtout que dès que ça casse, les acheteurs reviennent assez longtemps après. Donc on va voir, hein, si le support doit céder. C'est pas grave, il y avait d'autres zones support identifiées sur ce truc-là. Mais General Electric, dans ce cas-là, je vais tout simplement en lâcher une partie pour la racheter plus bas. Une partie, hein, tout comme c'était le même scénario que sur les terres. Hein, ça lâche, je vois que ça lâche, c'est contre ma stratégie. Et j'en ai un peu trop. Voilà, comme j'en ai un peu trop, je ne vais pas faire buy and hold alors que c'était un scénario spéculatif sur cette zone de prix. Je vais tout simplement sortir une partie de ces achats pour les reprendre à bon compte en dessous. Je garde bien évidemment ma conviction acheteuse sur cette action-là, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais tout simplement ici, ça ne semble pas vouloir délivrer les signaux que j'attendais, puisqu'on ne parvient pas à casser pour l'instant. Attention, hein, si ce truc-là il remonte là, derrière c'est fusé. Hein. Mais voilà, pour l'instant, vous voyez bien, ça essaie de péter le gold. Donc pour le risque, pour le côté risque à Wall Street, ils ont plutôt envie de se calmer. Et on va aller voir ce que ça donne sur les prix. Alors voilà, ça pour moi, big problème. Hein. Là, on est de nouveau à 0,30 sur un Bund. Donc là, je vous dis très clairement, le marché ne price pas du tout une sortie du QE. C'est-à-dire que là, il pense que le QE, c'est forever. Hein, parce que je vous l'ai toujours dit, une sortie de QE pour le 10 ans allemand, c'est 1,37. Donc en fait, il faut vous dire que là, soit on prend 100 points de base en l'espace de 4 mois, ce qu'on appelle un crack obligataire, soit tout simplement il n'y a pas. Et c'est-à-dire la BCE ne sortira jamais de son QE, le marché lui mettra une pression telle qu'il refusera ad vitam aeternam de sortir Mr. Draghi, mais il va nous foutre dans une merde noire parce que si ça merde derrière, nous on n'a plus une seule marge de manœuvre, hein, on a déjà les taux à zéro, même en négatif, et donc voilà. Donc il faut voir le truc, pour moi c'est une aberration, hein. C'est une pure erreur de gestion absolument dramatique qu'on est en train de faire en zone euro avec ce QE. Donc j'espère voir et où le plus vite possible les taux se réorienter à la hausse, et dans ce cas-là ça n'aura été qu'une consolidation ABC, hein, tout simplement une vague 1 et un ABC, et derrière je veux une grosse 3. Mais là, ça devient vraiment dangereux, je pense, pour le pricing. Tout simplement, le pricing. En fait, les taux, c'est un pricing de risque. C'est pareil. C'est comme on price le VIX et tout ça. Ça reste une mesure dérivée du risque. Là, ça veut dire quoi ? À 0,30, il n'y a aucun risque sur l'économie allemande. Alors qu'il y a des risques, clairement, l'économie allemande, elle est en train de montrer des signes de récession, les gars. Enfin, je ne comprends pas le délire de pricer ça à 0,30. Alors si, il y a bien évidemment une raison, c'est une raison de liquidité, c'est-à-dire que comme la BCE, elle exécute aujourd'hui toujours ses 30 000 dollars de QE, enfin c'est 30 milliards d'euros, pardon, pas de dollars, de QE, aujourd'hui elle n'a plus la profondeur de marché. C'est ça que ça veut dire en fait ce qu'on a en face de nous. C'est-à-dire que en fait, comme la BCE, elle doit acheter absolument des bunds, mais qu'il n'y en a pas à disponibilité, elle les achète tellement pas cher. Enfin, elle les paye à un prix de malade. Parce que les bunds, je vous rappelle, sont l'opposé des taux. Hein, voilà. Donc, plus elle va acheter ces bunds chers, la BCE, parce que ça n'intéresse personne. Et je trouve ça extrêmement dangereux. En fait, aujourd'hui, la BCE est le seul fournisseur de liquidités de dette allemande. Donc c'est très très grave. Là, on a quand même une banque centrale qui finance quasi intégralement la dette allemande, et clairement pas à côté les dettes périphériques qui sont considérées comme dangereuses, alors que c'est là en fait que la BCE devrait faire le boulot pour tout simplement éviter les crises et les cataclysmes comme on a en Italie et tout. La dette peut prendre évidemment là-bas ça bouge, on prend du 80 points de base en quelques semaines. Là-bas, ça bouge. La BCE ne fait rien. La BCE, elle fait quoi ? Elle continue d'acheter des bunds et elle crée ces distorsions toujours plus connes au sein de la zone euro, où la BCE, elle est là pour pourvoyer la liquidité des plus forts, pensant que ça va éviter la pression sur les plus faibles. On voit que c'est faux. Donc c'est stupide. Son travail, c'est quand même la stabilité financière. Là, la BCE, pour moi, fait vraiment n'importe quoi. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Voilà. Là, ce qu'on voit en ce moment sur les bunds, c'est typique d'un marché qui va se prendre un crack obligataire quand il va falloir en sortir. C'est-à-dire que là, honnêtement, si on n'est pas ici dans quelques mois, ce qui va se passer derrière fait que c'est tout simplement une explosion de la dette en zone euro qui va arriver.
Pourquoi? Parce que quoi qu'il arrive, tout le monde... Le postulat aujourd'hui, c'est de se dire la dette allemande, c'est la moins chère et les autres sont pricés, entre guillemets, par rapport à ça. Donc, imaginez-vous que si c'est toute la zone européenne qui se prend qui se prend 100 à 200 points de base de hausse d'un coup. C'est ce qu'on appelle un putain de crack obligataire. Hein. Ça veut dire que la charge de la dette, elle augmente de façon brutale d'un coup. Ça veut dire que derrière, on ne peut pas la payer. Et ça veut dire quoi? Qu'il faut refaire tous les calculs d'inflation, de machin, de bidule, et que ça colle plus. Et que dans ce cas-là, on se rend compte qu'on est déjà de nouveau dans une énorme crise de la dette, comme en 2008. Hein. C'est tout simple que ça. Hein. Voilà. Donc il faudra faire très attention à ce petit jeu malin et malsain qui est en train de se mettre en place sous nos yeux. C'est-à-dire que là, normalement, les traders devraient être en train de de rééquilibrer le Bund, tout simplement parce qu'on sait qu'on va vers la sortie du QE, et normalement, les spéculateurs comme moi, on devrait s'attaquer à acheter du Bund, même si la BCE, à vendre des Bund, même si la BCE les achète. C'est-à-dire que là, on devrait commencer à spéculer contre la BCE, puisqu'on sait que la BCE est un acteur temporaire qui devrait normalement sortir ses bébilles d'ici la fin de l'année, avec en plus 3 mois de tampon à partir du mois de septembre. Donc on sait qu'en septembre, normalement, on devrait se retrouver plus proche des 0,70, et surtout que derrière, on va se retrouver à 1,35, 1,40 sur la dette allemande. Et donc qu'est-ce qu'on fout ici à retomber sur les 0,30? Je vous pose la question. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends absolument pas cet arbitrage stupide qui est fait, de dire tous les taux dans le monde vont être joués de la même façon. Non, ça ne devrait pas être le cas. On devrait trouver un spread de taux assez important on devrait réduire considérablement le spread de taux entre les 10 ans allemands et les 10 ans US, pour la simple et bonne raison qu'à ce stade d'avancement, et surtout quelques mois avant la sortie du QE, on devrait retrouver une spéculation sur le Bund, ce qui n'est absolument pas le cas. Personne ne se met en face, en fait. Donc c'est un peu dangereux, parce que évidemment, quand les gens vont se mettre en face, ils vont tous le faire d'un coup. C'est un peu la thématique du moment, de toute façon, vous l'avez bien compris, personne ne fait rien en avance, personne n'anticipe, tout le monde garde bien les mains serrées dans le dos, et puis par contre, une fois que la partie est lancée, derrière, tout le monde veut courir plus vite que les autres, et évidemment, quand on arrive à la ligne d'arrivée, tout le monde veut continuer à courir. Donc c'est un peu con, hein, ce schéma-là, où plus personne ne réfléchit et tout le monde suit. C'est ce que je constate depuis déjà plusieurs mois. Tout ça va se payer très cher, hein, il va de soi, j'ai aucun doute là-dessus. Cette exacerbation et cette stupidité de marché, alors qu'encore une fois, le marché, il n'a pas pour but de suivre ce qui se passe, il a pour but de trouver un équilibre. Et évidemment, pour l'instant, la recherche d'équilibre n'est pas vraiment la thématique du moment, vous l'aurez compris. Allez, on jette un coup d'œil au junk bond et à tout ça. Donc nos repos s'installent gentiment proche des deux, mais pas encore au-dessus, mais c'est intéressant. Les junk bonds se font bien dézinguer en fin de semaine et on passe enfin, bon Dieu, sur un cycle bear. Ça, c'est bon signe, ça me plaît. Donc voilà, momentum baissier, cycle baissier, dans un canal baissier. Je veux voir ces saloperies de junk bonds se faire démonter. Et normalement, ça devrait emporter Wall Street avec. On est bien à la hausse sur la volatilité, ce qui m'amène donc à penser, est-ce qu'on a juste bien recte tous les connards qui se sont amusés à la vendre en bas, ou si c'est pas encore le cas, moi tant qu'il est comme ça, je reste orienté à l'achat du VIX et j'emmerde ceux qui les ont vendus. Et j'espère bien qu'ils vont se faire démonter, hein, parce qu'ils ont joué ici avec des milliards et du levier, et là on est en train de les démonter, mais grave, hein, parce que je vous rappelle, ceux qui se sont amusés à vendre par là, à 11, ils se prennent une moins-value de 32% sur les positions de vente à découvert de volatilité. Et ça, à mon avis, c'est que le début, et on va continuer de les arracher. Je vois pas comment on pourrait s'empêcher d'aller chercher nos 21, mais pour l'instant, le marché n'y va que doucement. Donc on surveille, moi je ne prends pas de profit à 15, qu'on soit bien d'accord, je vise plus. Donc pour l'instant, je reste à l'achat du VIX. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est a priori un peu tout ce que j'ai à dire pour l'instant. On va regarder les actions américaines à la fin de l'émission. Là, alors, on regarde. JPN, ça continue de tomber. Dis donc. Voilà, donc c'est parfait. Les positions JPN commencent à délivrer des gains et je pense qu'on n'a clairement pas fini. Et je pense même que là, on est au début de quelque chose qui s'annonce bien violent. Donc je pense qu'on va chercher notre target A ici sur le JPN à moins 15. Sur le Nasdaq, ça commence à prendre forme. C'est-à-dire que dès le début de la semaine, on va péter la semaine par le bas. Et ça me plaît. C'est ce que je voulais voir. Je voulais les voir se faire dézinguer à Wall Street. Et pour l'instant, ça en prend la forme. Attention à ce qui nous piège, pas comme des imbéciles cet après-midi. Je vous rappelle que le coût du dollar, et on va aller faire une analyse dollar immédiatement
immédiatement après. Ils sont tout à fait capables de nous la rejouer, mais là, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que vendredi, ils ont terminé donc en demi-teinte, avec une séance où ça baisse, ça baisse, ça baisse dans le monde entier. Eux, bon, bah, ça baisse un peu, puis en fin de journée, hop là, vite, 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 on rachète, parce qu'attention, il ne faut surtout pas vendre Wall Street, c'est le truc qui est interdit à faire en ce moment, spéculer à la baisse à Wall Street. Mais bon, pourtant, c'est ce qu'il faudrait faire, mais tout le monde ne le fait pas. Encore une fois, je vous dis, tout le monde attend bêtement, les yeux écarquillés, savoir est-ce que ça va arriver, est-ce qu'ils vont vendre Wall Street? Parce que si ça va à Wall Street, il va falloir suivre. Hein. Donc tout le monde sait qu'il faut suivre si ça tombe à Wall Street, mais personne n'appuie sur le bouton, évidemment, tant que on n'a pas eu le feu vert de la liquidité. Donc il faut entre guillemets être bête et discipliné. Maintenant, moi, je vais être franc avec vous. Ce que j'ai devant moi, c'est un momentum en contraction et j'aimerais bien le voir passer baissier, c'est-à-dire j'aimerais bien le voir démonter ici les stops en passant plus bas qu'ici et en me cassant cette maudite trendline haussière. Si on peut avoir ça, je serai assez confiant pour la suite. Dans ce cas-là, je pense que là, on peut s'attendre à une belle oscillation baissière du momentum, c'est-à-dire là et ici. Et on devrait venir assez rapidement revenir chercher les premiers stops de long terme sur le Nasdaq. Il va de soi que sur le S&P 500, ça veut dire même chose. Hein, ça veut dire... Alors, le S&P 500, lui, par contre, il a un joli momentum bien baissier. J'aimerais bien, par contre, lui, voilà, le voir passer en valeur négative, s'installer et, si possible, sur celui-là, arriver jusqu'à la survente. J'aimerais bien voir le momentum du S&P 500 se retrouver avec des prix ici et un momentum survendu. Quand on aura ça ici, ce sera la grande question. Est-ce que Wall Street rachète ? Et dans ce cas-là, ici, rebond et tout ça, et entre guillemets, tout le monde a toujours peur et personne ne vend Wall Street, ou bien ici, c'est le cataclysme ambiant, on arrive là et on déclenche tous les stops les uns après les autres. Dire même pas de rebond ici, juste on enfile tout le monde, et puis on vient chercher la zone de target ici. Je rappelle qu'on n'a pas fait le sommet historique du S&P 500, hein, malgré le fait que tout le monde le voyait, que c'était inévitable, que c'était ceci, cela. Bon ben voilà, moi pour l'instant j'ai été stoppé ni sur le Nasdaq, ni sur le S&P 500, et je les emmerde tous, parce que si ça tombe, je vais prendre de gros gains. Évidemment, tout le monde m'aura dit, mais arrête de vendre, Phil, arrête. Et puis bah pourtant, j'aurais bien trouvé le marché. Alors on va étendre, mais pour l'instant, voilà, le scénario du range semble donc se mettre en place éventuellement. On va voir si ça se déclenche. Évidemment, dans un range, vous allez voir, hein, l'ambiance va très très vite se dégrader si on est dans le scénario escompté. C'est-à-dire que là, pour l'instant, ça va. Mais si aujourd'hui on se tient à une nouvelle clôture baissière à Wall Street, demain on risque de se prendre un bon -3, hein, et ils vont pas le voir venir. Mais un gros décrochage comme ça, hein, attendez-vous typiquement au même truc. Hein. C'est-à-dire que là, ça va décrocher d'un coup et on ira plus bas que ça derrière. Donc faites très attention à Wall Street, je les sens en embuscade. Moi, ce qui me gêne, c'est encore une fois, chaque fois que tu essayes de construire un truc logique à Wall Street, ils sont direct en mode panique à bord, le VIX et compagnie, et le gold. Mais voilà, mais tu n'as jamais un alignement des planètes qui fait que tout le monde s'attaque d'un coup. Là, tu te dis, pourquoi le gold, il part au support? C'est quoi l'intérêt quand Wall Street est déjà en mode panique? Ça devrait se couvrir sur du gold, et pas l'inverse. Donc, comprends pas, encore une fois, les mécaniques de prix. Donc, en fait, en ce moment, plus tu cherches à comprendre, plus tu fais n'importe quoi. Maintenant, bon, voilà, moi, il est clair, je vous l'avais dit, sur le gold, les scénarios ne sont pas validés. Il est impossible de mettre des stops proches. Il faut rester sur des leviers spéculatifs, être prêt à bouger ses stops en fonction de la volate. Et pour l'instant, moi, tout ce que j'ai devant moi, c'est tout simplement un marché débile que je laisse gentiment faire son travail. Quand il aura terminé ses conneries à la baisse, je pourrai m'y attaquer gentiment à l'achat et avec du levier. C'est prévu, hein, ça fait partie des scénarios leveragés que je prendrai. Maintenant, pour l'instant, je pense qu'il faut rester prudent. Allez, on va regarder, je pense, celui qui m'intéressera le plus cette semaine. Voilà, c'est lui. Alors là, il va falloir m'expliquer ce que c'est que ça, mais ok. Bon, c'est pas mal. C'est la première fois que je vois ça, là, mais... what the fuck? Alors là, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais pourquoi ça a ouvert là et c'est monté comme ça? Bon, on va dire que ça, tout simplement, c'est pas... voilà, je pense que c'est une petite erreur de pricing sur le DXY. Donc là, tout simplement, je pense on reste donc dans la dynamique en place. Voilà. Dynamique en place qui, pour ma part, semble indiquer que... hop, alors attends, voilà. On est en train de travailler ces maudites résistances. J'essaie juste de voir ce que j'avais mis comme extension. Ouais, dans ce cas-là, ça nous ferait effectivement 1, 2, 3, 4, 5 à voir. Hein. Bon, voilà, 4, elle pourrait même se terminer là. Hein. Ça ferait A, B, C. Là, un triangle. Enfin, c'est très compliqué à pricer, je trouve, ce truc-là. Enfin bon, on va dire dans tous les cas, pour moi, on est dans la zone de vente. Hein. Ça, je vais pas changer de scénario, ni tortiller. Là, très clairement, pour moi, ce marché-là est un marché un peu en perdition.
sur le DXY, je pense qu'on va jouer tout simplement une stratégie nœud. Je vais me mettre en weekly pour bien les voir. Voilà. Pour moi, c'est vraiment de la stratégie nœud par excellence, hein, c'est-à-dire ici, on a... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ok, pardon. Voilà, je pense que c'est vraiment de la stratégie nœud, mais vraiment par excellence. C'est-à-dire que là, on est en plein dans la zone nœud, mais je m'attends évidemment à un pullback en zone bleue. Hein. Je vous rappelle, normalement, la stratégie de range, pour qu'elle soit activée, on doit rentrer dans la zone nœud, pas aller chercher l'opposé, tu vois, juste rentrer. La zone nœud, elle est là. Donc attendez, on va même faire plus simple. Je pense qu'il faut sincèrement qu'on supprime tout ce merdier. Voilà, pour pouvoir trader ça tout simplement. Donc là, toutes ces zones-là ont été débordées. Donc c'est plus la peine de les conserver. Et donc voilà, ici tout simplement, zone nœud, elle se trouve là. Donc dans la zone nœud, je vous rappelle qu'on ne traite pas trop agressivement, mais on peut quand même y aller au début, la première fois. C'est-à-dire ici, on y rentre dans la zone nœud, on lui dit bonjour. Voilà, on vient la titiller. Alors on va revenir en 2 heures. Voilà. On est dans la zone nœud en daily. Voilà. Le schéma, c'est vraiment ça. Normalement, on doit échouer ici sans venir chercher le haut de la zone nœud, revenir faire le plein dans la zone bleue. Et ensuite, normalement, soit on fait une structure de consolidation où je vous dis on n'arrive pas jamais à venir accéder à la zone rouge, et en fait, on consolide en restant sous et dans la zone nœud, et derrière, le franchissement de la zone de support donnera une tendance baissière, et c'est ce que j'aimerais voir. L'option numéro 2, c'est ici tout simplement, on fait ABC, hein. Vous voyez, on revient là, on se la fait en 2 fois, ça c'est une autre option, hein. Et derrière, on vient chercher la zone rouge, et on rebaisse, ok, même ça c'est une option. Ça, c'était l'autre. D'accord? On a dit dans ce cas-là, on se fait un ABC ici. Et on y va. Là, on fait un triangle, en fait. Donc, soit on fait un triangle en se maintenant, entre guillemets, ici. Je vous rappelle que les triangles, il y en a tellement des structures de triangles que c'est complètement fou. Voilà, mais A, B, C, D, E, pardon, qu'est-ce que je vous fais en plus? Donc, dans ce cas, A, B, C, D, E. Ok, on peut très bien faire celui-là de triangle aussi. Donc, on pourrait très bien revenir au support, faire les triangles rectangles. Ouais, donc en fait, les structures ici de consolidation sont extrêmement complexes. Donc je pense que les anticiper, ce n'est pas une bonne solution. Je pense en revanche que ici, tout simplement, de se dire que là, on est sur une zone qui est assez intéressante à la vente, tant que, évidemment, on ne vient pas chercher la zone haute. Donc moi, je dirais que des ventes avec des petits stops ici, là, à 98, sur l'aspect de dollar, me semble être non inintéressante. On est suracheté, généralement suracheté dans un range, c'est une belle opportunité pour chercher des petites ventes. Donc voilà, momentum en squeeze, et je pense que normalement le squeeze va se faire à la baisse, c'est-à-dire en gros ici on déclenche les cocons, les nœuds, et on va leur racler les stops dans un beau mouvement de repli sur le dollar. C'est celui que j'aimerais voir qui déclenchera, je pense, le gold. Donc on va voir si c'est le gold qui va déclencher la baisse à Wall Street, si c'est la baisse de Wall Street qui pourrait déclencher le gold, hein, tout simplement. On va voir ce genre de choses. Maintenant, moi, ce que je vois très clairement, la Shanghai, ça sent enfin, moi, là, quand je vois ça, ça sent le sang. Hein, voilà. Ça sent vraiment, vraiment le sang sur l'économie mondiale. Mais encore une fois, Wall Street veut être le dernier à lâcher parce que Wall Street est le plus fort, parce que Donald Trump est le meilleur. Vous avez tout compris. Voilà. Donc non, hein, Donald Trump, c'est le pire et il va probablement destroyer l'économie américaine avec ses conneries. Mais pour l'instant, il faut jouer le jeu et ils n'ont pas envie que ce soit le cas. Alors, on va se faire une petite analyse volume des XY. Ah, mais non, il n'y a pas de volume, c'est vrai. Putain. Pas de volume sur des XY. Donc, on avait dit, on va noter cette résistance-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en 2 heures. Bon, ouais. Oui, si on va aller en 2 heures, ça paraît quand même plus intéressant pour avoir des bons prix. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme résistance? Alors, on a laissé du monde hein, quand même. Donc on va toutes les remettre. Ça, il me semble que tout ça, on a traité. Donc une là, une là, une là. Merci, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Hop, hop. Et là, bon, là, on va vraiment haut là. Hein, mais je pense sincèrement que ça, on n'a pas trop besoin d'y aller. C'est les dernières, hein, c'est les dernières avant la zone de nœud. Voilà.
Hein, donc vous voyez, si on arrive à franchir ces zones-là, là, les dernières zones ce qu'on est en train de traiter, c'est une accélération. Donc effectivement, ça tendrait à confirmer le squeeze daily, ou dans ce cas-là, on aurait une explosion haussière du dollar, probablement dans ce cas-là un défonçage de support sur le gold, tous ces trucs-là. Mais moi honnêtement, là, le dollar, bon, je vous dis, même sur le scénario le plus haussier, hein, l'USD MXN, on arrive sur des zones où je vais encaisser, quoi. Donc je vois pas je vois pas l'intérêt brutal là de se dire dollar haussier, dollar haussier, dollar haussier. Non, moi je pense au contraire que le dollar il est bien vert, mais qu'on ne le voit pas encore. Donc dans un SP daily, là je dirais attendre un petit signal quand même, mais le débordement ici, voilà, de ce truc-là, ça peut être fait à court terme, vous voyez, juste pour dire on va racler au-dessus de la mèche, mais est-ce qu'on va réellement réussir à atteindre les nouvelles zones, les prochaines zones résistantes? Moi j'aurais tendance à penser que non. Maintenant, je peux me planter, mais voilà, dans un schéma comme ça, je vous rappelle comment on fait. On prend ces deux supports, hop, on les met à la niveau de la dernière résistance. Voilà, pour moi, on est vraiment en train de chercher le haut de ce canal. On va le mettre en 2 heures, hein, voilà, mais dans ce cas-là, dans 2 heures, le canal sera peut-être différent. Ouais, moi, je pense qu'on peut même on peut éventuellement en envisager un ici. Vous voyez qu'il n'est pas bien différent, hein. Mais dans ce cas-là, voilà, si on le prend dans cette perspective-là, dans ce cas-là, effectivement, on essaie de sortir du canal. J'aurais plutôt tendance effectivement à dire que c'est quand même celui-là qui semble dominer pour le marché. Donc là, on est en zone de vente, on attend tout simplement un signal vendeur, et c'est vrai que pour l'instant, moi en 2 heures, je n'ai rien du tout. Côté momentum, on est bien ici, donc on est pas mal. Maintenant, ça nécessiterait peut-être une petite poussée supplémentaire. Vous voyez, un petit hop, on vient déclencher les stops au-dessus, et puis évidemment derrière on se replie. Donc moi je dirais être un petit peu... on peut essayer de voir, voilà. Mais pour l'instant, moi je pense qu'il faut rester un peu prudent sur la partie dollar, mais que le dollar va commencer à en pâtir. Et évidemment, quand tout le monde va se rendre compte que le dollar en pâtit, qu'est-ce que les gens vont faire? Posez-vous encore une fois la question. Quelle est la psychologie du marché? La psychologie du marché en ce moment, elle est dans ce genre-là, c'est-à-dire dès que ça pousse, on pousse, et on ne cherche pas à comprendre. Donc ce genre de truc-là, c'est pas des tendances. Encore une fois, c'est ce que moi j'appelle ça de l'indécision. C'est-à-dire en fait, le marché a poussé comme ça, les gens pensent que ça c'est de la tendance, et moi j'appelle ça de l'indécision pure et dure. C'est que ne sachant pas trop où aller, on va essayer de pousser le plus loin possible pour voir jusqu'où on peut aller. Donc je m'attends ici à ce que le dollar, quand il va baisser, à mon avis, il ne va pas s'arrêter là. Le dollar il risque d'aller là, il risque même effectivement d'aller un peu plus bas. Donc il faudra vraiment faire très attention. Mais dès que ça va se retourner, attendez-vous à ce que tout le monde, encore une fois, reprenne les mêmes délires à dire « Ah mon Dieu, mais des creux et des sommets descendants, mais alors c'est que le dollar serait baissier. » Voilà, et donc les gars vont tout arracher derrière, à la stupide. Voilà, donc à voir encore une fois, moi je pense que le dollar n'est pas mature avec des ventes ici pour jouer les cassures de support, même si on l'a vu tout à l'heure, certaines structures de range pourraient amener à penser que ça, ce serait d'ores et déjà le sommet avant, enfin ce serait le point haut de la consolidation avant une réattaque baissière. Il y a aussi la possibilité de venir chercher la zone rouge, et dans ce cas-là, en fait, si vous vous dites ici, du coup le dollar je le prends avec un gros levier de bâtard, moi je ne suis pas vraiment de ce jeu-là. Par contre, je pense que l'euro-dollar va être un très 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 bon vecteur. Voilà, c'est pour ça que je pense que notre euro-yen risque de ranger pendant un petit moment, mais là, moi ça me semble très 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 intéressant. Tout simplement parce que là on est sur une target, vous voyez on avait déclenché à l'achat ici, là on vient la chercher. Alors ce qui me gêne un peu c'est que voilà, ici on avait déclenché le cycle là, alors que je pense que c'est ici qui doit se déclencher, ce qui veut dire qu'en fait la target a été mal placée, hein. Je vous dis Sine Wave, il faut faire attention, mais des fois il faut le recaler en fait, hein. Et attendez, je vais le faire là, voilà, si on vient chercher la mèche, hop, elle vient là, hop, voilà. Si je cherche la mèche et que je la reporte au niveau du cycle reporté, vous voyez que là, pour le coup, on est pile poil dessus. C'est-à-dire que là, la target, pour moi, elle n'était pas ici, mais elle est là. Il l'a juste mal placée, c'est parce que là, il a trouvé la target un peu trop vite. Hein, et ça, c'est vrai que c'est un peu gênant. Mais bon, voilà. Ici, pour moi, la target est bien là. Donc, on est pile poil dessus. On est sur des zones support clairement identifiées. Moi, je pense sincèrement que l'euro-dollar, ça s'achète. Alors, je sais, tout le monde va dire, mais il est fou, le prix baisse et il achète. Bah ouais. Mais je pense honnêtement que là, euro comme dollar, enfin je pense que le dollar a suffisamment fait le con et que effectivement la baisse de l'euro-dollar, elle est bien, mais je pense que là l'euro et le dollar vont être en range, c'est-à-dire qu'on va retourner chercher les parties hautes du range. Évidemment ça va faire chier tout le monde, hein, parce qu'ils vont se dire ah ouais mais on a joué les cassures baissières, pourquoi l'euro-dollar va pas chercher un 12, un 10? Non, pour moi euro-dollar c'est retour à un 18 et on fait mumuse entre les deux. Et il n'y a pas de raison d'en sortir, tout comme je vous l'ai dit sur la partie dollar. L'euro, c'est la plus grosse pondération dans le DXY, mais pas que.
hein, et je m'attends à ce que le dollar, après avoir pris un terrain de malade, ça se dirige petit à petit vers la perte de ce terrain avec une vitesse folle. Et c'est là où je vais voir avec grand plaisir mon USD CNH se faire péter la tronche, de même que l'USD Yen. Et si l'USD Yen se fait dézinguer au sud, vous savez ce qui va se passer sur les actions américaines. Hein. Actions qui baissent et dollar yen qui baisse, ça veut dire que le gold va exploser, ça veut dire que les mecs vont shorter comme des connos à Wall Street. Hein, donc voilà, c'est un des scénarios, celui que moi j'attends depuis des mois. Maintenant j'aimerais bien le voir se déclencher, mais tant que c'est pas fait, il faut pas. Voilà. Mais pour l'instant, moi je sens bien que Wall Street, il y a des trucs qui se passent pas bien, et ils aimeraient bien, hein, encore une fois, trouver des bons catalyseurs haussiers pour venir péter des résistances, mais ils les trouvent pas, et du coup, ne cassant pas les résistances, on risque de se retourner et de se replier rapidos vers les supports, et je serai que plus heureux. Voilà, donc pour l'instant patience, mais je m'attends très clairement à ce que l'eurodoll trouve un bottom. Et pour être clair, je pense même que c'est pour dans pas longtemps du tout. Donc un peu de patience, mais je dirais que là, ça devient intéressant pour notre partie euro-dollar. Alors je vais essayer de voir si je peux trouver une petite structure ici. Effectivement, si on fait 1, 2, 3, 4, 5, hein, le 4 ce serait donc terminé là. On va se mettre sur une vague 5. Voilà, effectivement, on est pas mal. Donc moi je dirais le petit support en dessous. Donc tout comme on l'a dit sur l'eurodoll, ça laisse une petite sur le DXY, je pense une petite poussée parce qu'il y a encore un support là. Mais honnêtement, moi je suis prêt et mature pour des achats eurodoll. Je mettrai mon invalidation ici. Voilà, c'est un 618. C'est une zone spéculative, donc il va de soi que sans signal, je n'achèterai pas. Mais pour moi, on est sur la target. Et donc, voilà, en fait, le momentum est déjà survendu, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Est-ce qu'on est survendu sur la dernière bougie? Non, on a été survendu sur la bougie clôturée précédente. Donc effectivement, pour moi, on est pas mal. Le momentum est bien et propre. Ici, faire des mèches, ça me va. Mais j'aimerais qu'on tienne pas trop de clôture en dessous de celle-là, quoi. Voilà. Maintenant, ça, c'est une bougie qui n'a pas fait de mèche basse. Je ne sais pas pourquoi elle a été détectée en survente. Donc ça me paraît compliqué, mais voilà, à voir dans le délire. Mais je pense là qu'un eurodoll vers les 1,33, vers les 1,34, ça me semble sérieusement un très bon trade à faire. Maintenant, attention, ça peut très bien, justement, ici, pour emmerder le monde, venir casser. Donc, c'est spéculatif. Hein, le stop doit être assez lointain, tout simplement pour pouvoir ajuster son risque en fonction d'eux. Et puis, si évidemment, ça réagit sur le haut de la zone et qu'on commence à repartir direct, il ne faudra pas hésiter, donc, dans ce cas-là, à mettre des renforts. Mais pour l'instant, moi, pour ma part, je vais donc rechercher des achats sur l'eurodoll. Et donc, c'est sur ce biais-là que je pense hedger un petit peu mieux mon dollar, enfin mon positionnement dollar. Voilà. Donc, je ne vais pas vendre le DXY, mais je vais, je pense, acheter l'eurodoll là à court terme et peut-être prendre plus de gains sur mon euro-yen et passer un peu peut-être sur de l'USD-yen à la place. C'est-à-dire vendre un peu d'USD-yen en même temps que je vais acheter de l'eurodoll et libérer peut-être un peu sur l'euro-yen. Qui a quand même bien performé, mais vous voyez, l'euro-yen, il arrive là, il arrive sur le support, ce serait quand même normal qu'on travaille ça un peu, ou alors on casse le support direct, hein, et dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Mais de toute façon, je pense que là, dans la partie euro-yen, c'est le yen qui est en train de prendre le relais, et ça, évidemment, c'était anticipé. Voilà. Donc, pour l'instant, on arrive dans la zone où, normalement, il n'y a pas vraiment de demande acheteuse, mais on peut trouver des vendeurs comme moi qui vont sécuriser les bénéfices et qui, dans ce cas-là, vont gérer un petit peu de demande. Mais l'euro-yen, c'était quand même un très beau scénario, celui-là. Je n'en suis que ravi de le voir s'exprimer pleinement. Voilà, donc à gérer dans le triptyque, je pense donc cette semaine un peu de faiblesse sur le dollar. Je m'attends à voir un yen extrêmement intéressant. Je m'attends à voir un euro en léger rebond, mais pas non plus. Attention, je ne pense pas que l'euro va devenir plus fort que le dollar. Mais je pense tout simplement que le dollar ayant été extrêmement fort, puissant, tout ce que vous voulez ces derniers temps, cette logique-là va vite changer en même temps que les US vont commencer à se péter la gueule dans leurs indices. C'est ce que j'aimerais voir au sein de cette semaine. Maintenant, attention, on est lundi matin, c'est une semaine où il n'y a pas vraiment de gros catalyseurs, donc effectivement, c'est parfait pour de la technique, voilà, pour un trading technique. Donc je pense qu'il faut être
Sur la partie, on va dire, Forex, indice et tout ça, il faut être vraiment précis dans l'application de la stratégie. Il y aura très peu de, voilà, comme je vous dis, de catalyseurs pour foutre en l'air les timings. Donc voilà, attendez bien les signaux. Si vous tradez avant les signaux, bah, c'est évidemment toujours la même chose. Trader sans signaux ou avec un signal partiel, ça veut dire diviser son levier par 2 pour pouvoir mettre un stop encore plus loin parce que vous prenez beaucoup de risques. Si vous avez un signal validé dans une zone technique, je pense que là, il ne faut pas se poser plus de questions. Si ça arrive, il faut encaisser, enfin, il faut démarrer les scénarios. Voilà. Donc si vous voyez des signaux, réfléchissez pas trop. S'ils se passent dans les zones techniques identifiées, dans le sens des signaux recherchés, il ne faudra pas se compliquer la tâche. Allez, on passe à vos questions pour terminer. Alors d'abord, je tenais à vous remercier. Je l'ai vu tout à l'heure, j'ai halluciné en fait. La dernière fois que j'ai regardé ce chiffre, on passait les 4000. Et donc là, vous êtes 8000. Donc c'est un truc de ouf, c'est un truc de dingo. Mais vraiment merci parce que je l'ai vraiment pas vu venir celle-là et ça me surprend de malade de tomber là-dessus. Donc c'est vraiment merci beaucoup. Puis c'est surtout que les statistiques sont solides. C'est ça qui me plaît. Hein. Moi c'est toujours pareil. J'ai dit tout ce qui est parabolique et tout ça, ça me fait peur. J'aime pas du tout ça parce qu'en général ça finit mal. Ça finit même très mal. Et c'est vrai que évidemment. Au courant de cette année, là, il y a eu un espèce de phénomène parabolique pendant un moment, que j'ai tout fait pour freiner d'ailleurs, hein, vous le savez. Mais ce qui m'importe, voilà, c'est que là, on n'est pas du tout sur un schéma bulle et éclatement de bulle, entre guillemets, sur ce truc-là. Même si je vous ai dit, encore une fois, hein, moi, les paraboles, c'est instinctivement, je me dis, oh putain, ça va retomber aussi sec dans 2 semaines. Eh ben non, ça n'a pas été le cas. Vous êtes là depuis des mois, vous restez là, l'audience est toujours la même, vous regardez. J'ai beau vous faire des fois du blabla pendant plus d'1 heure et demie, vous êtes toujours là. Donc vraiment, voilà, je tiens à vous dire bravo, merci, parce que c'est cool. Voilà, ça veut dire que le contenu est de qualité. Et encore une fois, moi, ce n'était pas une certitude, mais voilà, je regarde et les aspects et les arguments techniques sont là pour le supporter. Donc je vous dis merci beaucoup de votre soutien, ça me va droit au cœur. Allez, on va à l'essentiel, on termine, mais je tenais à le dire. Alors, pourquoi es-tu aussi pessimiste sur les niveaux de prime max à la hausse pour les 25 000 $? Tout simplement, c'est mon scénario. Après, je t'ai dit, attends, là, on est 4 ou 5 coups en avance sur le... Voilà, déjà, il va falloir trouver le bottom. Tu vois, si on trouve le bottom, ça veut dire première conditionnalité, si on trouve le bottom, que derrière, on reconstruit une tendance haussière, que cette tendance haussière parvient à dépasser le sommet des 20 000, dans ce cas-là, ça fait déjà 3 si de suite. Et là, ensuite, quelle sera la tête de la tendance en cours? Est-ce qu'elle accélérera? Est-ce qu'elle faiblira? Mais voilà, moi je pense pour l'instant, et jusqu'à preuve du contraire, c'est le schéma dans lequel je me projette. Mais encore une fois, ça risque très clairement de ne pas se produire comme ça. Donc je vais devoir affiner ces scénarios-là en cours de route. Je voulais partager simplement pour vous donner ma vision. Mais pour l'instant, c'est vraiment... non, ça c'est pas un truc que je ne trade pas nécessairement en ce sens-là. Alors... Tu ne parles jamais des frais overnight, qui entre parenthèses mangent une bonne partie des gains quand tu possèdes un petit compte. Eh bien, très bonne question. Alors, les frais de marge, ce qu'on appelle les frais de financement, en CFD, j'en parle jamais. Bon, j'ai pas eu l'occasion d'en parler, hein, c'est pas que je cherche à les cacher, mais effectivement, ça peut bouffer une bonne partie des gains quand tu possèdes un petit compte. Rassure-toi, ça bouffe la même partie des gains quand tu as un gros compte. Tout simplement parce que les frais de financement sont représentatifs de la taille de la position qui est ouverte. C'est-à-dire que, en fait, si tu utilises un levier 1 sur un compte à 2 000 € ou que tu utilises un levier 1 sur un compte à 200 000 €, tu vas juste payer 100 fois moins de frais overnight que moi, mais on va payer le même pourcentage par rapport à la taille de notre compte. Par contre, si moi je fais un levier 1 sur un compte à 200 000 € et que tu fais un levier 100 sur un compte à 2 000 €, toi et moi on va payer le même montant de frais overnight. Sauf que évidemment à la charge de mon compte à 200 000 €, moi ça représentera peanuts. Toi, ça va représenter effectivement une charge énorme dans la gestion de ton compte. Mais encore une fois, il faut regarder les frais de financement pas par rapport à la taille du compte, mais par rapport à la taille des positions. C'est-à-dire que si tu payes des frais de financement exorbitants par rapport à la taille de ton compte, c'est parce que tu trades avec des montants exorbitants par rapport à la taille de ton compte. Et dans ce cas-là, j'ai envie de dire que tu t'attaques au mauvais cheval. Le vrai problème, c'est dans ce cas-là le levier que tu appliques sur tes positions. Mais le frais de financement overnight, c'est comme ça, c'est le jeu. Pour ça, je vous ai jamais menti. Moi, c'est
c'est pour ça que Active Trade m'a franchement ouvert grand les portes. Enfin, c'est pour ça que je me suis dit Active Trade, c'est vraiment la solution pour moi. Parce que le frais de financement overnight, quand on fait du swing, c'est que ça devient quelque chose, ça devient une vraie charge. Ça devient une charge, alors c'est pas cataclysmique, mais ça devient une charge. Et quand je vois combien je file à IG par an, je pleure, voilà. Alors que chez Active Trade, c'est moins cher, hein, voilà. Frais de financement overnight chez IG, c'est 3% annualisé. Chez Active Trade, c'est 1,75. Donc, tu vois, c'est quasiment la moitié. Donc, effectivement, moi, c'est pour ça que chez Active Trade, ça me tend les bras. Parce que frais de financement peu cher, c'est vraiment intéressant. L'autre solution, comme je vous l'ai dit, c'est de trader les CFD à expiration. C'est-à-dire que si vous prenez, par exemple, chez Active Trade, les CFD... il y a la même chose chez IG, hein, mais chez IG, ils vous font payer un spread beaucoup plus gros. Ce n'est pas le cas chez Active Trade. Donc les CFD sur expiration, c'est-à-dire des CFD sans frais de financement, mais avec une date d'expiration. Là, par contre, vous ne payez pas de frais overnight. Par exemple, moi, là, les CFD que je trade sur le Bund sont des CFD à expiration. Le 5 septembre, ma position elle est fermée, que j'ai envie ou non. Je ne paie pas de frais de financement quand je vends sur ces positions-là. Voilà. Quand ces contrats sont vendus, ça on en avait déjà parlé, hein, je vous rappelle, le fait que le financement est inclus dans les contrats futurs, donc qui ont des expirations, mais vous ne payez pas ce financement, vous le récupérez dans le cas où vous vendez ces contrats. Alors, est-ce que le bottom ne pourrait pas attendre la rentrée? Eh ben non, moi je vous l'avais dit en plus, rappelez-vous, je vous avais dit, je pense que le bottom, on se le fera pendant les vacances. On se le fera pendant l'été, pendant les vacances, comme ça on va emmerder tout le monde. Alors pendant un moment, j'ai construit ce scénario entre deux, d'éventuels rebonds et rattrapage du retard sur les altcoins. Et dans ce cas-là, je vous ai dit, ça nous donnait un timing de baisse fin août, début septembre, pour s'attaquer à ça pile poil à la rentrée. Bon ben voilà, là c'est complètement raté ce scénario. On va attaquer les scores maintenant, on le fait pendant les vacances. En fait, c'est vraiment juste, moi j'ai intercalé ce scénario de rebond à cause des distorsions qu'on a faites entre BTC et altcoin. Mais en fait, si j'aurais pas dû, voilà, enfin j'aurais pas dû, j'ai pas de regret de l'avoir fait ce scénario, parce qu'il y avait bien un cadre technique pour jouer un scénario de corrélation-décorrélation. Ça a juste pas marché. En fait, on est revenu aussi sec dans le scénario d'avant, c'est-à-dire le Bitcoin rebondit de 61%, on vend, et puis ça va casser le support, et puis on fait le crack, et puis on fait la fin du crack, et puis derrière c'est buy and hold, et puis voilà. Donc en fait, on est dans le scénario initial, ça se produit pendant l'été, comme je le pensais. Donc j'ai juste intercalé un scénario qui a foiré, qui fait qu'en plus de ça, au lieu de récupérer ces dernières ventes, je ne les prends pas. Pire que ça, je me prends une perte, puisque donc moi je me suis mis à l'achat comme un couillon. Donc je rate le scénario vendeur que j'avais pourtant anticipé. Mais encore une fois, est-ce que j'y cours derrière? Non, c'est pas grave. Maintenant je regarde. Mais clairement, j'achète plus rien là. Voilà. Des bonnes nouvelles, qu'est-ce qu'on s'en fout des bonnes nouvelles? Normalement, si tu as fait ton travail, si tu as fait un buy and hold, il faut bien te rendre un truc. Voilà. La psychologie de cette dernière phase, c'est le désespoir. Donc moi, je veux vous voir désespéré. Pas vous voir, vous. Encore une fois, j'aimerais que vous ayez compris ces leçons-là et que ce ne soit pas vous qui vous fassiez baiser. Mais la psychologie globale du marché, parmi les gens qui le composent pour l'instant, et qui sont pour la plupart des débutants, ou en tout cas des gens qui sont en phase de perfectionnement, mais ce n'est pas des professionnels qui traitent ce marché-là. Donc je veux voir des émotions de particuliers là-dedans, et je vous ai dit, normalement dans un crack, la dernière émotion, c'est le désespoir. Le désespoir, c'est pas une petite émotion, c'est vraiment quand tu lâches prise, en fait. Quand tu te dis, voilà, j'ai essayé, j'ai tout fait, j'ai fait des bêtises au début, puis j'ai essayé d'apprendre, j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de machin, et puis putain, je me fais ruiner et fais chier, quoi. Voilà, c'est vraiment, au bout d'un moment, tu vas relâcher, et tu vas dire, voilà, l'aventure est terminée, souvent parce que, en fait, quelle est l'émotion qui va amener des gens alors, le mot que vous utilisez souvent, c'est passionné. Moi, je vous ai toujours dit, c'est surtout... merde, du coup, je ne trouve pas. Obsédé, voilà. C'est pas de la passion, c'est de l'obsession que vous ressentez pour la plupart par rapport au Bitcoin. Et l'obsession, en fait, va vous amener à cette émotion de désespoir pour ceux qui vont se faire régler les comptes. Vous vous faites stopper en margin call, vous n'avez plus d'argent. Ça, c'est du lâcher prise. Vous n'avez pas le choix. Vous allez dire, voilà, malgré moi, c'est de l'aventure Bitcoin, elle est terminée. C'est ce que j'ai souhaité vous apprendre depuis le début pour que vous n'entriez pas jamais là-dedans. Moi, je connais la finalité d'un crack. Je sais comment ça se passe pour les gens. Et j'ai tout fait pour vous éviter ça. Maintenant, encore une fois, moi, je peux pas vous empêcher de faire les erreurs. Je peux vous faire rationaliser pour éviter de les faire, mais c'est vous qui appuyez sur les boutons. Je suis navré de vous le dire. Si vous n'avez pas écouté, que vous avez mis du levier, et encore une fois, je comprends. Ce sont des erreurs que moi aussi, à l'époque, on m'a toujours dit, il ne faut pas mettre de levier, et je l'ai fait aussi, et j'ai pris mes claques. Mais moi, j'ai réussi à en survivre. Si vous faites partie des gens qui n'en survivront pas,
Je suis navré, mais c'est comme ça. Et puis bah voilà, c'est dangereux les marchés, vous le saviez, mais vous avez choisi de le faire. Euh, bon ben voilà, si ça doit vous arriver, c'est comme ça. Mais honnêtement, moi j'espère que franchement, ça vous arrivera pas. Normalement, si vous avez simplement écouté, moi je vous ai pas dit à chaque fois qu'il fallait ni acheter, ni vendre, ni faire ce que vous voulez. Je vous ai juste dit, si vous voulez faire buy and hold, il y a une seule règle qui va avec buy and hold, c'est pas de levier. Si vous avez acheté sans levier, bah là vous pleurez, ça vous fait chier parce qu'effectivement c'est pas beau ce qui se passe. Ça doit pas vous faire plaisir. Mais encore une fois, est-ce que ça veut dire que vous avez perdu? Bah non. Si vous avez fait buy and hold sans levier, vous n'aurez perdu que le jour où Bitcoin vaudra zéro. Pour l'instant, vous serrez les fesses et puis vous arrêtez de regarder les graphiques. Si les graphiques vous rendent taré, bah vous regardez pas les graphiques, c'est tout. Voilà, il faut que vous arriviez à le faire ça. Alors, sacré Elon, de toute façon, vu l'escroquerie qu'est PayPal, parce que c'est Visa ou Mastercard, déjà les banques qui effectuent les transactions, donc j'ai jamais compris pourquoi la presse voyait comme un génie PayPal. Oui, non, je suis totalement d'accord. Voilà, bah on est d'accord. Hein. Il y a les deux. Hein. Alors, il n'y a pas qu'une histoire de réseau en électricité. Parce que moi, je te dis, j'ai fait du génie électrique à la base dans ma formation. Donc, je peux te dire que le transport, avant qu'on ait trouvé une nouvelle solution pour ça, je te mets au défi, tout simplement parce qu'il y a quand même eu énormément de recherches à ce niveau-là. Et pour l'instant, on n'a toujours pas trouvé mieux que le transport physique, c'est-à-dire via un câble. Alors après, on pourra peut-être améliorer à terme les matériaux utilisés au sein de ces câbles, mais jusqu'à preuve du contraire, transporter l'énergie aujourd'hui, alors à moins qu'un jour, il y a eu une idée là-dessus, alors je te le dis, c'est absolument fantastique. Moi j'adore ça parce que les mecs qui réfléchissent dans ces trucs-là réfléchissent complètement outside the box, et les gens se sont toujours dit ouais non mais ça c'est pas possible, c'est un domaine de compétences que la physique refuse, voilà. Je te le dis direct, hein, moi c'est un truc, ça me passionne, je suis ça de très loin depuis des années. Il y a des mecs qui ont eu cette idée de voir s'il ne serait pas possible de transporter l'énergie sous forme photonique, c'est-à-dire comme par exemple tu as les fibres optiques et des trucs comme ça, où là on sait que les déperditions énergétiques sont très faibles. Maintenant la charge énergétique d'un photon est très très faible comparée à la charge énergétique d'un électron. Donc la grande question c'est de savoir si on peut réaliser le transfert d'énergie sous cette façon-là et trouver la scalabilité pour la rendre utilisable à des échelles humaines. Mais c'est complètement ouf, parce que si tu te dis, si demain on transportait l'énergie sous forme de photons au lieu d'électrons, mais qu'on arrive à alimenter derrière nos machines électriques, c'est-à-dire en fait passer le transfert d'énergie d'électrons à photons en réussissant derrière à convertir entre guillemets cette énergie, parce que nous on en a besoin sous forme d'électrons à la fin pour faire tourner nos moteurs et compagnie, mais si on arrivait à le transporter sous forme de photons, ce serait complètement ouf. Déjà d'une, parce qu'on aurait une énergie quasi illimitée, hein, tout simplement parce que derrière, il suffirait tout simplement de récupérer l'énergie du soleil directos et de la transformer sans panneaux solaires en un transfert électronique. Mais voilà, c'était un domaine de recherche, je te dis encore une fois, tous les physiciens vont dire mais non, c'est pas possible, sinon on saurait le faire depuis des années. Moi je pense que c'est encore une fois toujours pareil, les ruptures technologiques, c'est des mecs qui ne connaissaient rien au domaine, qui se sont dit ah mais si on faisait ça, et puis en fait ça marche, et les mecs ils ont juste fait fermer leur gueule à tous ceux qui leur disaient ah ouais mais non, mais non, mais non, mais non. Voilà, c'est ça une vraie rupture technologique. Je pense qu'il y en a une qui arrivera un jour. Je la souhaite, j'aimerais la voir de mon vivant parce que ça pour le coup ça changera la face du monde, mais pour l'instant voilà. Mais oui, pour moi, General Electric, je te l'ai dit direct, c'est clairement un truc où je veux avoir du pognon. Et Hydro-Québec, c'est clair également. Hydro-Québec, je vais le noter même d'ailleurs, parce que c'est vrai que tu m'y fais penser, et j'en avais entendu parler déjà en plus. J'en ai entendu parler il n'y a pas trop longtemps. On va aller faire une analyse Hydro-Québec. Je vais aller voir si c'est pas même déjà le moment d'en acheter de ça aussi. On va aller le faire. Ah merde, ça va pas être... c'est traité chez qui ça? Est-ce que simplement c'est côté alors on peut pas avoir le ticker? Hydro-Québec au London Stock Exchange, ça me paraît chelou ça.
Ok. Ah, si, ça a l'air d'être ça. Ah non, bon, ils sont stockés, putain, ils sont sur combien de places d'échange là? C'est pas normal ça. Bon, enfin, on va regarder après. Alors, fais voir. Security. Bon, il ne donne même pas le truc. Bon, c'est pas grave. Donc, on en reparlera de ça, mais effectivement, Hydro-Québec, c'est pas inintéressant comme truc. Oui, voilà, effectivement, je pense effectivement là aussi que la propulsion MHD est aussi la solution du futur pour le transport. Que en gros, l'intérêt, c'est pas de dire on récupère, on récupère, on récupère. L'intérêt, c'est surtout de dire on limite les frictions. Mais bon, ça, encore une fois, c'est toujours pareil. C'est vrai qu'il y a que des gens un peu foufous. Ça, c'est comment il s'appelle celui qui fait ça? Il était passé sur enfin celui qui fait ça, pas qui fait ça, hein, mais qui était venu parler du modèle Janus, là, merde, je retrouve pas son nom. Bon, enfin, c'est pas grave. Bon, lui, c'est clairement un foufou, hein, il est un peu taré, mais bon, en attendant, des mecs tarés comme ça, il en faut, parce que c'est généralement eux qui trouvent les évolutions technologiques auxquelles tout le monde, enfin, que tout le monde pensait impossible, et qu'après, il n'y a que des gens intelligents qui acceptent l'impossible quand ça marche. Il n'y a que des cons qui luttent contre ça. Mais c'est pas grave. Alors, j'ai dit quoi par rapport à Airbus? Ah, peut-être. Oui, non, non, mais j'ai pas. Airbus, c'est pas le genre de truc que je compte acheter, hein. Clairement pas. Je sais pas d'où tu me sors ça, mais j'ai pas du tout l'intention d'acheter du Airbus. Ça sert à rien de lui poser des questions, il ne répond jamais. Hein? Alors toi, non, on n'est pas d'accord, mon cher Pétrin. Je fais quoi là en ce moment, par exemple? Je réponds à vos putains de questions. Donc non, je fais pas ça dans mon groupe privé. En plus, mon groupe il est public, donc faut que tu arrêtes de dire des conneries. Je suis pas d'accord. Encore une fois, moi j'accepte les critiques quand elles sont réelles, et qu'en plus de ça, elles peuvent être constructives. Là, c'est pas constructif ton truc. Ok, bah écoute, tu te casses, Pétrin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon petit gars? T'es pas content, tu dégages. Je t'oblige pas à rester, je te fais payer un truc. Non, bah barre-toi et va voir ailleurs. Alors, tu peux prévenir tes auditeurs des pratiques de type stop hunting. D'accord. Ah oui, bah écoute, quand il y a du stop hunting, c'est comme ça. Mais encore une fois, je l'ai dit, le problème, c'est que les exchanges sont liés à la liquidité qu'ils ont. C'est-à-dire que bah, si Kraken avait par exemple une monstre plante de spéculateurs avec des stop-loss à cet endroit-là et pas forcément sur un autre exchange, bah ouais, eux, ils ont déclenché les stops, ça part en furie. Et effectivement, ce sera peut-être pas la même amplitude chez un autre exchange. Je sais, c'est con, hein, dit comme ça, et tu vas trouver ça injuste, et c'est pas juste, effectivement, mais le marché, il n'est pas juste, le marché, c'est de la liquidité, et comme vous avez plusieurs exchanges qui ont une liquidité différente, bah, effectivement, moi je l'ai toujours dit, il y a plusieurs bitcoins, en fait. Il y a le bitcoin de chaque plateforme. Moi, j'ai toujours pris Bitstamp, en fait, parce que c'était le premier, et puis c'est surtout celui qui me semblait le plus... Là où la liquidité me semblait la plus saine. Voilà, c'est con ce que je vais vous dire, mais c'est voilà. Moi, tu m'aurais dit derrière à côté un Bitfinex ou un BitMEX ou des trucs comme ça où il y a que du spéculateur. Bon, non, voilà. Pas là où pour moi on trouvait les vrais pricing du Bitcoin. Mais normalement, le vrai prix du Bitcoin, on aurait dû faire en fait des indices Bitcoin, à mettre tous les Bitcoins, BitMEX, BitMachin, BitBidule, et tous les agglomérer en fonction des volumes qu'ils traitent, et d'en faire en fait un indice. On aurait dû faire un indice Bitcoin, un indice Ethereum, et pas prendre une seule valeur pour regarder. Je l'ai dit, 75-25 pour la répartition entre BTC et Ethereum. Alors, qui tiennent le plus longtemps avant de lâcher du lest. Tu me dis quelle zone? Nanana. BTC n'a rien tenu du tout, contrairement aux alt qui n'ont pas pété leur zone de support. Alors, attends. Il faut que j'arrive à remettre ça dans le contexte. Je ne suis pas tout là. D'accord, en fait, toi, ce que tu dis, c'est qu'effectivement, en termes de force relative, l'Ethereum serait plus solide. Si je comprends bien.
Mais encore une fois, je fais des analyses, certes, elles ne sont pas forcément toujours justes, toujours fausses. Je vous ai dit, si votre démarche tourne autour de vrai, faux, tort, raison, ça fonctionne vraiment pas comme ça. Encore une fois, ce sont des vues de l'esprit et je m'en fous d'avoir tort. Tout ce qui m'importe, c'est que quand j'ai tort, je perde pas grand-chose. Et que quand j'ai raison, ça marche. C'est vraiment pas pour jouer à qui est le plus malin, qui a vu l'avenir, je m'en branle de tout ça. Ça, c'est le blabla pour les débutants ou les vendeurs de rêves qui vont essayer de vous vendre des formations et des machins et qui vont vous dire j'avais raison ou ah j'avais tort. Voilà. Non, 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 on s'en fout. Voilà, c'est juste, c'est vraiment pas ça. Alors, pardon, je vais continuer parce que tu as l'air de te donner beaucoup de mal pour ça. Alors, l'influence des youtubeurs pour acheter du BTC est si forte que tout le monde fait le mouton. C'est possible. Euh, Oui, oui, alors ça, moi, j'ai une autre vision. Moi, je vous ai toujours dit, par rapport à ceux avec qui on a parlé BTC en vrai, en face, et je tiens toujours ce discours, euh, si les cryptocurrencies s'imposent, ça devient des devises. Enfin, ça deviendra des devises. C'est-à-dire, pour l'instant, aujourd'hui, on spécule sur le fait que ça puisse devenir des devises réellement utilisables dans l'économie de tous les jours. Une devise, d'accord? Alors toi, tu parles du problème technique. Moi, je pense encore une fois que le vrai problème pour une devise, il n'est pas technique. La technique, on trouve toujours une solution. La technique, ce n'est que pas encore mature, mais ça peut très rapidement le devenir. Par contre, il y a une chose qui, elle, prend beaucoup de temps à maturer et par contre est très difficile à acquérir, c'est la notoriété d'une devise. C'est-à-dire que je dis toujours la devise et l'échange de valeur, c'est un rapport de confiance. C'est-à-dire que d'une part, il faut qu'on ait confiance dans ce qu'on utilise. Pour l'instant, effectivement, bon, les crypto-devises, ça fait surtout peur aux gens parce que c'est volatile, ils ont entendu parler de beaucoup de potes qui ont perdu de l'argent, ça n'inspire pas encore la confiance. Peut-être un jour ce sera le cas, et le jour où ce sera le cas, il faut te dire un truc, c'est que les gens iront sur le Bitcoin. Tout simplement pour une raison toute conne, c'est parce que c'est ce que les gens connaissent. La plupart des gens ne connaissent rien du tout. Vous connaissez parce que vous êtes informés. Donc vous êtes dit, Bitcoin, ah oui, mais en fait, il n'existe pas que Bitcoin, il y a plein d'autres chains. Et voilà. En fait, il faut te dire un truc. Si les gens, le commun des mortels, doivent un jour faire des transactions en crypto-devises, je peux être certain que, enfin, pas certain, mais moi, à 90% de chance, je suis sûr que ça s'appellera Bitcoin. Je ne sais pas si la technologie sera la même que celle qu'on utilise aujourd'hui, mais je peux te garantir, je pense qu'on utilisera le nom Bitcoin pour cette chaîne, c'est-à-dire qu'en fait, on prendra la chaîne Bitcoin, qui aura déjà été bien minée, et puis on va lui mettre des couches, en fait. On peut en faire, voilà, tu vois, par exemple, Bitcoin, ils ont fait le Lightning et compagnie, c'est bien, voilà. Mais en fait, il faut juste foutre des couches sur BTC, mais l'important c'est le nom et la confiance, le rapport de confiance. Et les gens préféreront toujours utiliser quelque chose dont ils ont déjà entendu parler que d'un truc qui n'existe pas. Tu vois, si demain on leur dit qu'il faut utiliser du Ripple, tu vois, la plupart des gens Ripple ils connaissent même pas. Alors tu leur dis Bitcoin, ah oui oui oui, je vois ce que c'est. Voilà. Ils y connaissent rien, ils savent pas du tout quelle est la différence entre les deux. Mais toi, oui, parce que tu t'es intéressé au domaine, eux, absolument pas. C'est ça qui fait la différence entre Bitcoin et les autres. Bitcoin, c'est dans la tête des gens. Il manque que l'installation de la confiance. Voilà. Et la confiance s'installe beaucoup plus rapidement quand on a déjà entendu parler de quelque chose. Mon raisonnement est biaisé, c'est possible. Oui, ah non, mais attends, on va se calmer, mon petit gars. 50 tendances haussières sur Tesla, non. Tesla, ce n'est pas une action en tendance haussière. Là, on n'est pas du tout d'accord quand tu me dis ça. Moi, Tesla, j'appelle ça une action volatile et hautement spéculée. Je vais te le montrer. Hein, voilà, tout simplement, quand tu prends Tesla en weekly, voilà, pour moi, Tesla, il y a eu une tendance haussière ici quand on a quitté les 32 pour venir s'installer à 200. C'est-à-dire que pour moi, la valeur de Tesla, c'est 200 $. C'est clairement pas les 400 et autres compagnies stupides qui ont pu être tradées les derniers jours. Donc tu fais comme tu veux. Moi, je te dis, ça pour moi, c'est une action qui vient de terminer sa tendance haussière. Hein. Donc tu vois, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et derrière A, B, C. On revient sur les prix d'origine. Je ne serais pas surpris que Tesla vienne même coter les 100 $. Mais pour moi, le prix moyen de Tesla, c'est 200. Ce qui fait que moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ça, c'est trop cher. Ça, c'est très attractif à l'achat. Ça, c'est le prix moyen de Tesla. Maintenant, tu fais comme tu veux, mais moi, tant que ça n'a pas consolidé, Tesla, je ne sais pas combien ça vaut. Et si derrière, ça vaut zéro, enfin pas zéro, mais c'est con, tu vois, par exemple, s'il décide de se barrer, Tesla, et qu'il dit ouais, maintenant que j'ai pris la tendance haussière, je veux pas me subir la consolidation de Wall Street. Ben, tu vas voir, mon petit coco, on va voir si Wall Street va te laisser te barrer déjà. Wall Street va probablement te fermer les portes et te dire bah non, et tu crois quoi, que tu viens prendre l'argent et que tu t'en vas? Non, ça fonctionne pas comme ça, mon petit gars. Donc on va voir comment Wall Street va réagir à Tesla. Moi je te dis, je ne serais pas étonné de voir Tesla dans un an à 99 $.
Alors là, j'aime autant te dire, il va être heureux celui qui a payé 380 son Tesla, pensant le revendre à 420 une semaine plus tard. Voilà. C'est tout con, hein, mais ça pour moi, il n'y a plus de tendance haussière sur Tesla. Tout ce qui reste là sur Tesla, c'est de la grosse spéculation d'imbéciles. Et encore une fois, c'est synonyme des fins de tendance plus qu'autre chose. Je m'en fous, hein, je suis totalement prêt à supporter un Tesla à 420, 430, 440. Je pense qu'à terme, on va quand même à 100 $. Hein. Voilà. Ça, c'est mon truc. Mais après, oui, je peux avoir une analyse biaisée, hein, encore une fois. À propos du minage de Bitcoin qui nécessite... Oui, oui, bah, bien sûr. Voilà. Mais moi, je suis navré. Je pense que le minage aujourd'hui, c'est de toute façon, ça a été pensé comme ça. C'est une courbe qui est de toute façon amenée soit à consommer beaucoup plus d'énergie, toujours plus d'énergie, soit tout simplement, au bout d'un moment, le minage sera très peu rentable et ça va permettre une seule chose, et on en a besoin, c'est la stabilisation de la valeur. C'est tout. Si tu veux, c'est bien joli, mais l'intérêt de base des cryptos, c'est que c'est un modèle avec un très faible pouvoir inflationniste. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, je pense, moi, dans le Bitcoin. En tant que crypto, vous pensez tous l'aspect spéculatif, machin, bidule. Moi, je me dis surtout, putain, on a peut-être trouvé au monde la seule monnaie que les gens seraient peut-être capables d'accepter sans aucun pouvoir inflationniste, ou alors avec un pouvoir inflationniste tellement faible et tellement limité qu'effectivement il faudra des giga-mégawatts pour arriver à consolider un nouveau bloc dans la chaîne. C'est aussi simple que ça. Moi, je pense sincèrement qu'il y a un problème technologique dans le Bitcoin, mais que le minage n'était qu'une phase nécessaire dans la spéculation avant la phase de stabilisation du coin. Et moi, je veux voir le minage se péter la gueule, très clairement. Et les forces de minage se concentrer, c'est-à-dire je ne veux pas avoir des centaines de milliers, enfin je veux pas avoir des centaines de petits mineurs, je veux voir 2-3 grosses entreprises qui minent, parce que c'est comme ça malheureusement, c'est comme ça qu'on stabilisera la valeur. Et c'est ce que j'aimerais voir dans les prochains mois. Après je peux me tromper, je peux avoir tort, je m'en fous, voilà, je m'en fous. Ce que je fais ici, c'est pas vous dicter la bonne parole et vous faire les prédictions du futur. Je suis là pour vous partager mes visions. Mais encore une fois, vous les prenez si elles vous plaisent, vous les prenez pas si elles vous plaisent pas. Ce qui est intéressant ici, c'est les scénarios de trading. Après, moi, je fais le jeu de sortir un peu de ces cadres-là pour élargir les thèmes de discussion au-delà de la simple technique. Mais bon, voilà, théoriquement, moi derrière, ce qui a fait mes revenus, c'est que la partie technique, le blabla, ça sert à maintenir les positions et à construire son billet de trading. Mais après, je peux très bien être dans le mauvais billet et ça, je l'accepte totalement. Oui, des retracements 128. Je ne fais pas la durée, je vous l'ai toujours dit, je ne sais pas. Mais comme la durée moyenne d'un cycle Bitcoin, c'est entre 2 et 4 ans, enfin c'est a priori 4 ans à peu près en moyenne, je pense que celui-là sera plus court, donc moi je dirais entre 2 et 4 ans pour atteindre ces zones-là. Maintenant, il peut se passer beaucoup de choses entre-temps. La situation en Turquie, je trouve ça scandaleux. Je trouve ça absolument scandaleux ce qu'on fait encore comme d'habitude, hein, mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire que tu as deux effets. Tu as d'abord l'effet local où effectivement les gens quand ils flippent comme ça, les entreprises immédiatement essaient d'acheter des devises étrangères pour pas se retrouver elles-mêmes dans la merde à court terme, et ça entretient le phénomène. Mais tu as en plus de ça le marché qui vient comme un rapace immédiatement, qui vient voir la bête malade et qui s'y attaque encore plus. Je trouve ça extrêmement dangereux et affreux. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, il faudra quand même se dire que le marché d'échange, on en a besoin, mais qu'au bout d'un moment, il faut... Justement, voilà, on pilote l'échange aujourd'hui avec les QE et les trucs comme ça. Putain, bordel, c'est dans des moments comme ça qu'on a besoin de QE, en fait. Et qu'on a besoin d'interventions monétaires de grande envergure pour arrêter la spéculation, quoi. Je trouve ça extrêmement malsain qu'aujourd'hui le monde entier peut spéculer sur la lire turque et dire ah bah tiens on va les pousser un peu plus fort, et puis que ce soit l'occasion en fait de gagner de l'argent, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont justement aller spéculer là-dessus pour faire de l'argent à très court terme, hein. Mais en attendant, ça a des conséquences bien réelles et des conséquences dramatiques. Et je trouve ça scandaleux que ce soit possible. Maintenant, c'est le marché qui fait ça. Et ça, c'est l'être humain, moi, qui parle et qui dit que c'est scandaleux. Maintenant, voilà, il y a des gens qui le font en stratégie trading. Je peux comprendre. Moi, c'est clair et net. Je ne ferai aucun scénario sur la lire turque pour ces raisons-là. Moi, j'ai une conscience d'être humain. Je ne cautionnerai jamais d'aller spéculer sur ces trucs-là à ces moments-là. Maintenant, il y en a qui le font et ils font ce qu'ils veulent. Voilà, c'est pas mon problème.
Alors, ça va prendre du temps avant d'être au bottom, surtout quelques mois en latéralisant au sud. Non, non, je pense que la phase de purge, elle va aller vite parce qu'elle n'a pas besoin, on n'a pas besoin de rester en bas. Derrière, on fera la traversée du désert, mais je pense pas qu'on la fera en bas. Tout simplement parce que baisser, l'objectif, c'est de racler les stops. Une fois qu'on a raclé les stops, la valeur, elle est tout de suite rejetée et les prix remontent très vite. Donc voilà, moi je pense que c'est pour ça que la structure V-bottom correspond à ce type de psychologie et que c'est celle que je favorise. Maintenant, j'attends déjà d'une de la voir et de deux que ça remonte derrière. Aïe, moi Ripple, j'ai tout sorti déjà. Hein. Non, Ripple, IOTA, tout ça, ça a dégagé. Tu fais ce que tu veux. Maintenant, bon, si tu as tradé sans levier, que tu as mis un petit montant, je pense pas que ce soit le moment pour vendre. Voilà. C'est ça, si c'est ça la question, moi je dirais que c'est pas le bon moment pour vendre, mais encore une fois, il y a le quid de ce que ça représente en montant. Est-ce que c'est moins 25%, c'est moins 25% sur l'intégralité de ton capital? Et dans ce cas-là, j'ai envie de te dire, mais si tu as tout mis sur le Ripple, il y avait déjà un problème à la base. Moi j'en avais mis 250 euros sur un capital de plus de 50 000. Et encore, c'est que mon capital spéculatif, 50 000 euros. C'est pas mon capital intégral. Voilà. Donc non, non, moi ça me semble dangereux. Si t'en as mis beaucoup, bah ouais, faut bazarder, au moins une partie. Si t'en as très peu et que ça représente pas grand-chose pour toi, bon, bah j'ai envie de dire, dans ce cas-là, effectivement, à ce stade-là, il vaut mieux jouer buy and hold plutôt que de sortir ça maintenant, là, sur un support. Voilà. Arrêtez de rationaliser, nom de Dieu. Arrêtez de chercher à comprendre. Voilà. Je sais que vous essayez de vous dire, il y a un prix de revient moyen de ci, de ça, pour des raisons X ou Y, de trucs de bidule, de minage, de machin. On s'en branle, d'accord? C'est de la psychologie qui se met en place dans un crack, et je vous l'ai toujours dit. Moi, avant de traiter les signaux acheteurs-vendeurs, c'était bien, ils étaient là pour surenchérir sur ce que je voulais, mais ce que je traitais avant tout, c'est je vendais quand vous étiez euphorique, j'achetais quand vous paniquiez. Aujourd'hui, je veux vous voir désespérer. Le désespoir, pour moi, ça ira par ce V-bottom. Tant que je ne vois pas ce V-bottom, je ne fais rien. Mais le prochain cycle, pour moi, c'est le dernier. C'est celui à partir de quand on va pouvoir commencer à faire du buy and hold. Et pour l'instant, donc, j'attends tout simplement le scénario achat de long terme. Patiemment, si vous ne voulez pas attendre, si vous voulez absolument maîtriser comment ça va se passer, sur quel prix on va acheter, voilà. Je vais vous donner des zones dans lesquelles ça avait le plus de chances de se produire. Ça peut très bien descendre à 1000 $. Et je m'en branle que ça coûte moins cher que l'électricité, que de... Non, on s'en fout. On ira là où il faut aller pour rect tous ceux qui spéculent. Le jour où il n'y aura plus de spéculateurs, là on pourra retrouver une valeur de long terme. Alors, il faut que tu comprennes un truc. Le GBP USD, d'accord, il est lié à deux choses. Le problème, en fait, c'est qu'effectivement, on pourra avoir une dévaluation de la monnaie dans un signal récessif, mais dans ce cas-là, on devrait avoir un écroulement boursier d'abord. C'est-à-dire que moi, ce qui me pose souci, c'est que le GBP baisse, d'accord, mais la bourse ne baisse pas. Si les deux baissaient, là oui, tu serais dans un Mais en fait, les phases récessives, moi j'ai dit, elles n'arriveront, je pense, que dans 1 à 2 ans. Mais là, on va avoir les phases pré-récessives. Et ces phases-là, en fait, elles sont assez pernicieuses en général. Et moi, je pense qu'avant de s'écrouler, la livre, pardon, pas la lyre. Voilà, je pense que la livre, pour moi, elle a d'abord besoin de venir par là, venir coter ces zones-là, au moins celle-là, voilà, le 1,47, 1,48. Ça a besoin de venir dire bonjour à ces zones-là, faire un ABC, et après, je pense effectivement que le GBP va connaître une phase d'écroulement complet. Mais d'abord, je pense qu'il faut tester la solidité de la devise. C'est-à-dire que d'abord, on vient ici, on teste la solidité. Soit c'est solide, parce qu'encore une fois, il faut bien comprendre, c'est une solidité relative. Le Forex, c'est pas à la force du GBP, c'est GBP par rapport au dollar. Parce qu'encore une fois, le dollar peut très bien se dévaluer encore plus vite, et dans ce cas-là, ton GBP USD monte. Moi, je vous ai dit, pour moi, le dollar, il est complètement surévalué. Et à long terme, il est même baissier. Donc, je m'attends à voir le dollar chuter, mais violent, comme il n'a jamais chuté au sein du prochain cycle. Ce qui fait mécaniquement que tu peux très bien avoir un GBP qui chute, un dollar qui chute, mais un GBP qui chute moins vite. Et dans ce cas-là, ton GBP USD, il part au nord. D'accord? Donc, il faut vraiment faire attention avec les forces relatives des devises. Ok? C'est bien relatif et il ne faut pas penser que GBP si tu traites la paire GBP-USD. Parce que tout le monde pense stupidement, comme d'habitude, que l'étalon
mondial, c'est le dollar. Et je vous ai dit que ça sautera. J'en suis quasi certain. Pour moi, le dollar, on lui dira au revoir dans la prochaine récession. Et c'est plus dans cette devise-là qu'on réalisera les échanges internationaux. J'en mets ma main à couper. Ah non, je ne sais pas. Mais je pense que, franchement, il y a de très fortes chances que le modèle économique mondial aujourd'hui fasse tout simplement sauter les talons dollars, parce que c'est un avantage compétitif qui est complètement injuste, qui tire depuis des années. Et puis comme là, en plus, ils sont en train de faire chier le monde entier avec leurs conneries, je pense qu'au bout d'un moment, on va juste virer le dollar et puis dire au revoir, merci, vous nous avez suffisamment pris pour des billes pendant des années. Et on va se demander pourquoi on avait toléré ça encore pendant longtemps. Tu es vraiment en plein tilt sur les cryptos? Bah non, je pense pas. Non, je ne l'ai pas encore fait. Je le ferai quand on cassera les 5500. Voilà. Donc pour l'instant, pas encore, mais ça va pas tarder. Enfin voilà, il y en a certains qui le savent déjà qu'il faut avoir l'argent. Vous, je vous le dis un peu avant, mais là, comme je pense qu'il n'y a pas urgence non plus, on devrait ranger un peu et avoir une semaine inintéressante, et peut-être la semaine prochaine s'attaquer au support, je leur dirai après. Voilà. Alors, moi, je vous l'ai toujours dit, hein, il y a des endroits où je pense qu'il ne faut pas mettre son argent aujourd'hui. Les assurances vie, ne pas acheter trop d'or, ce serait une énorme erreur également. Bien répartir son risque, ça oui. Et évidemment, pour moi, les actions, c'est pas une bonne idée sur ce cycle-là. Ou alors des actions défensives, mais vraiment, vraiment défensives. Mais par contre, tout ce qui est actions ultra spéculées, qui ont fait partie de la bulle, donc tous les Apple, Tesla et compagnie, je pense que si vous détenez ces trucs-là en portefeuille, waouh, ça va dézinguer, quoi. Ça va dézinguer dur, quoi. Et après, voilà, je dis les endroits où il ne faut surtout pas avoir d'argent, c'est tout ce qui va être lié à des contrats optionnels, c'est-à-dire des puts et compagnie. Je pense que là, il va y avoir une crise de liquidité sans précédent et que, il y a des mecs qui vont vous vendre des couvertures qui ne pourront pas payer. Tout comme AIG en 2008, hein, voilà, c'est typiquement ce genre de truc. Je pense qu'aujourd'hui, les mecs qui vendent les puts, les price absolument pas correctement, et évidemment, ils n'ont pas les provisions pour payer si ça devait chier, ce qui fait que le jour où ça chie, derrière, il y a probablement des mecs qui vont se retrouver à dire « Ah, mais moi j'ai acheté une couverture pour mes actions, pourquoi vous me la payez pas? Ah j'ai plus d'argent, désolé. Ah alors je fais quoi? Vous prenez la perte et puis vous fermez vos gueules. » Voilà un peu entre guillemets ce qu'on va vous dire le jour où je pense que ça va merder. Donc j'ai dit ne pas penser stupidement que en détenant vos actions, il vous suffira d'acheter une petite couverture pour vous en sortir. Je pense que l'optionnel, c'est vraiment pas. Va y avoir un gros choc dans l'optionnel, je pense. Peut-être pour le meilleur, on verra. Ça permettra d'assainir un peu ce domaine-là. Mais voilà, donc je pense un choc au niveau optionnel. Je pense sans problème un choc obligataire, ça me semble évident, mais de toute façon c'est parce qu'il y a une bulle de crédit, donc il y aura de toute façon un choc obligataire. Maintenant les chocs obligataires peuvent prendre des formes différentes et peuvent être beaucoup plus ciblés. Voilà, je ne sais pas si on aura un choc obligataire global ou un choc obligataire très ciblé, et malheureusement j'ai l'impression qu'en zone euro c'est nous qui risquons de prendre le plus cher sur le scénario obligataire, plus que les États-Unis. Donc j'aimerais en fait que ce ne soit pas le déclencheur en fait le scénario obligataire. J'aimerais que ce soit un des effets collatéraux de la récession, du passage récessif et du passage consolidant des actions, mais j'aimerais qu'on ne commence pas par la bulle, parce que sinon c'est nous qui allons prendre le plus cher. C'est clairement nous qui avons une des plus grosses bulles de crédit. C'est nous qui sommes le moins bien positionnés face à une bulle de crédit, parce que nous on a des crédits de spread complètement fous et mal répartis dans la zone euro, c'est n'importe quoi. Nous on a un merdier obligataire et j'aimerais bien que ça pète pas trop, qu'on commence pas par ça, parce que sinon c'est nous qui allons prendre les premiers tirs boursiers et ce serait pas une bonne chose. J'ai pas envie que ça nous tombe dessus. Mais non, oh mais c'est pas possible les gars, vous écoutez pas ce que je vous ai dit. Je vous ai toujours dit, j'ai toujours eu le même scénario. Je vous ai dit effectivement 3-4 000 euros avec capitulation, écrasement de la volatilité et stagnation pendant un long moment. Après ce V-bottom à 3-4 000. J'ai toujours dit on vient 3-4 000, on recte tous les stops. Maintenant ça peut aller plus bas, l'objectif c'est simplement de péter les stops. Et une fois que ces stops ont sauté, on remonte chercher la valeur moyenne et on n'y fait plus rien pendant des mois. Ça a toujours été le même scénario, c'est la copie de 2014 et je n'ai rien changé là-dessus. Alors, oui, c'est totalement possible. C'est totalement possible, mais bon, on va voir. Voilà.
Moi, de toute façon, je vous maintiens que pour moi, les actions ont trouvé leur plafond de profit et que ça, mécaniquement, ça fait qu'en général, sous les 6 à 12 mois qui suivent, on entre dans les phases récessives, mais qu'avant ça, le top est toujours fait avant. Voilà. C'est-à-dire, la phase récessive, c'est le moment où tout le monde se dit, OK, bon, bah, c'est plus positif, on vend les actions. Mais encore une fois, le sommet de marché, c'est-à-dire le prix le plus haut qu'on aura coté sur les actions, je pense qu'on est en train de le faire maintenant ou dans les mois qui vont suivre et que ce prix-là, derrière, on ne le retrouvera pas. Mais les phases récessives n'arriveront, je le maintiens, n'arriveront pas avant 12 à 24 mois. C'est vraiment dans le schéma pour moi dans ma tête. Si je prends, on va prendre le S&P 500 comme référence, c'est vraiment pour moi, on fait le market top, on baisse, et puis après on n'arrive plus à revenir. Et là, ici, on se rend compte qu'on est en récession. Ça demande encore plusieurs trimestres avant que les gens se rendent compte que c'est pas bon. Voilà. Mais pour l'instant, tout le monde va dire non, y a pas, on n'a pas fait les sommets. C'est normal, c'est toujours pareil. Le sommet, on ne le voit que quand on casse les supports avec des creux et sommets descendants. Les sommets, quand ils se produisent, il n'y a que les spéculateurs qui peuvent le voir parce que c'est notre job d'avoir un coup d'avance et d'anticiper tout ça. Maintenant, on peut très bien se planter. Hein. Voilà. Moi, j'ai absolument pas peur de le dire. Je peux totalement me planter, mais c'est le jeu du spéculateur. C'est pour ça que si ça retombe, moi j'aurais eu le sommet et pas les autres. Parce que moi j'ai pris des risques pour rechercher ce sommet. Maintenant, ça veut très bien dire que je peux me planter également. Hein. Voilà, c'est le jeu de la spéculation. Alors, non. En fait, les connaissances et la corrélation macro, ça me permet de tenir les scénarios et de les rationaliser, entre guillemets, mais c'est toujours pareil. Si je n'ai que le scénario rationnel et pas l'aspect technique, je ne traite pas. Hein, j'ai bien besoin d'avoir les deux, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Bien sûr qu'il peut y avoir des gaps sur le Forex. Non. Non, parce que normalement, je suis toujours positionné sécurisé. C'est-à-dire qu'un Forex, ça ne va pas gaper de 15%. Hein, ça n'est pas possible. Ou alors, il faut vraiment un cataclysme financier pendant le week-end. Mais voilà. Et puis, normalement, si cataclysme il y a, tu auras déjà eu des pré-signaux. Enfin, voilà. Normalement, rien n'arrive absolument par hasard. Il y a toujours des petits pré-signaux. Et normalement, je dois être dans le bon sens quand un risque comme ça, exogène, vient se positionner sur le marché. Et puis, si ce n'est pas le cas, encore une fois, normalement... Hop. Bon, allez, je crois que c'est bon. De toute façon, wow, 1h25, c'est vrai que là, on a fait beaucoup de questions. Hein, donc, c'est comme ça, on en revient à... Ça sert à rien de lui poser des questions, il passe juste une demi-heure à y répondre tous les jours, mais c'est pas grave. Donc je vous souhaite une bonne semaine. Soyez sages pour la partie crypto. Encore une fois, beaucoup de patience. Des scénarios spéculatifs, c'est vraiment pas le bon moment. Donc oubliez la spéculation. Dites-vous juste que maintenant le prochain move, c'est un gros move d'investissement et donc pas de levier. Faites ça de façon rationnelle et encore une fois, vous ne mettez pas trop la pression. Quand il s'agit d'un scénario d'investissement, on ne cherche pas à avoir le petit prix spécifiquement, le meilleur risque ratio rendement. Voilà, ça c'est ce qu'on fait quand on spécule. Quand on investit, on essaie de choper un bon prix. Je vous ai dit, pour ma part, sur Bitcoin, vous faites comme vous le sentez. Attendez déjà qu'on casse le support, c'est un des premiers éléments. Attendez que les stops sautent. Une fois que les stops ont sauté, j'ai envie de dire que peu importe le prix que vous achetez, tout ce qui se trouve pour moi tout ce qui se trouve sous 6 500 $, alors vous faites ça en équivalent euro. À partir du moment où vous arrivez à acheter sous 6 000 $, je pense que vous faites déjà un bon objectif d'investissement. Maintenant, évidemment, plus vous arriverez à avoir bas, mieux ce sera, mais vous focalisez pas uniquement sur l'objectif ultime d'avoir le prix le plus bas, on s'en balance. Mis à part jouer à un combat de quéquette avec vos voisins pour dire j'ai acheté plus bas que toi, ça ne sert à rien. Je vous rappelle que dans le trading, dès que vous... Oh, désolé, décidément ce matin. Allez, bon, je sais plus trop où j'en étais, mais c'est pas grave, on va s'arrêter là. Bye bye, bonne semaine et à demain.